tous, ici Loki. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle review. Donc on est avec la chaîne Loki, l'agent des séries. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc review sur la saison 7 d'Agent of Shield. Alors je sais que je vous avais, enfin, je vous avais prévenu d'une une prochaine review qui arrivait sur une autre série qui n'était pas Agent of Shield. C'est ce que je vous avais dit à la base. Et finalement, j'étais tellement hype et tellement motivé par la saison 7 que j'essayais d'en parler, sans parler des autres, au préalable. C'est vrai, ça c'est totalement de ma faute. Cependant, c'est un choix que je ne regrette pas parce que ça a été vraiment un plaisir d'écrire cette vidéo, de faire ce que j'ai fait là. Il y a quand même 40 diapositives que j'ai préparées. Il y a une vingtaine de pages que j'ai écrites pour mes dialogues, pour être sûr de rien oublier quand je vais parler, tout ça. Franchement, je vous avoue que j'ai jamais autant pris plaisir à écrire mon avis sur un bout de papier, quoi. Vraiment. Donc, avant de commencer, c'est simple. On va faire très rapidement. Je vais juste vous prévenir, enfin, je vais vous prévenir déjà de gros spoils sur la saison 7 et les saisons d'avant. Hein, pour moi, si vous avez vu la saison 7, vous avez vu les autres saisons. Pour ceux qui l'ont vu il y a très longtemps, là, je vais faire un récapitulatif. Ça va durer assez longtemps. Si tout se passe bien, je mettrai en haut, dans le montage, je mettrai en haut le petit timer pour savoir où vous pouvez aller pour sauter le gros récap. Parce que finalement, mine de rien, la majorité, c'est le récap de la saison 7 qui est assez précis. J'ai fait une diapo par épisode. Comme je vous l'ai dit, c'est très précis. Bref, donc du coup, aussi, voilà, ça m'arrangerait si vous pouvez aller vite faire voir la vidéo, me follow sur Facebook, Instagram, Discord, Twitter, et également vous abonner à ma chaîne. Je vous avoue, là, c'est le début de cette chaîne-là, et je compte bien la lancer aussi bien que l'autre, quoi. Même si l'autre, je commence à la reprendre doucement, faut que je me réorganise tout ça, mais bon. Bref, on va pas passer 3 ans sur l'introduction, la vidéo va durer assez longtemps comme ça. Donc c'est parti pour l'entrée en matière, les rappels de la saison 6. Donc la saison 6 s'est terminée sur un gros cliffhanger de Coulson revenu en LMD, car Coulson était mort, je vous le rappelle. Ça, mais aussi le fait que le Zephyr a fait un bond dans le temps dans le passé, plus précisément en l'année 1931 à New York. Avant ce voyage, il faut se rappeler que Mac a tué Sarge dans le temple, et que May, elle, a tué Isel. Mais le problème, c'est qu'elle est tombée dans un état entre la vie et la mort après l'attaque de Sarge, mais elle a été sauvée in extremis par Fitz, qui est placée dans une stase sous la surveillance et les soins d'Inoc. Mais pour les sauver, Fitz va les envoyer dans le passé, et c'est d'ailleurs à ce moment qu'on a appris que Wilson était un LMD, mais amélioré à la technologie Chronicom. Voilà ce qui s'est passé à la fin de la saison 6, et là on va reprendre avec la saison 7. On va faire, comme la première vidéo, un petit rappel de l'équipe, donc de haut en bas, donc vous pouvez voir déjà, rien qu'à l'image, que l'équipe est très différente. Par rapport à la saison 1, je parle évidemment. Donc l'équipe est très différente. De haut en bas, on a donc Coulson, mort à la saison 5 encore, est revenu sous forme de LMD en tant que soutien pour apprendre l'histoire du Shield à travers les âges. Daisy Johnson, l'inhumaine au pouvoir de vibration. Le directeur Al Mackenzie depuis la saison 6 et Melinda May, la cavalerie. Elena Rodriguez, Yo-Yo, l'inhumaine à la vitesse perdue donc dans la saison 6. Gemma Simmons, la biochimiste du groupe. Dick Shaw, le petit-fils de Fitz et Simmons, venu du futur. Et pour finir, Léopold Fitz, le mécano, est grand absent pour une grande partie de la saison. Saison 7, évidemment. Pour une raison qui m'est à titre personnel inconnue, Enoch n'est pas sur l'affiche et va pourtant sauver la team plus d'une fois en tant que Chronicum rebelle à sa race depuis la saison 6. Il sera quand même là 9 épisodes sur 13. C'est quand même pour moi une grosse majorité et c'est dommage qu'il ne soit pas sur l'affiche. Pour moi, il méritait de faire partie des personnages principaux. Bref, on commence tout de suite avec l'épisode 1, The New Deal. Donc on va commencer avec l'introduction de certains chasseurs chronicom qui vont prendre le visage donc de 3 policiers. Je crois que c'est par là que j'ai commencé exactement. Ça fait si longtemps que j'ai fait ça, je vous avoue. Là, c'est pas un montage que je fais, je m'interromps vite fait. C'est pas un montage que je fais au fur et à mesure de la vidéo, je l'ai fait au préalable. Et ça remonte à hier totalement. Et je fais tellement de choses depuis que ça se peut que je fasse des petites erreurs. Alors si vous plaît, j'en fais, excusez-moi. Bref, on reprend. Donc 3 policiers pour se fondre dans le décor de la décennie. Puis on va donc détailler le retour de Coulson et de sa mémoire de la charpente actualisée avec les 2 autres saisons. Ça a commencé, en assimilant les infos, à le rendre fou. C'est-à-dire pour bien que ça soit clair pour tout le monde, le Coulson qui est de retour, c'est un espèce de robot, d'accord? Un peu comme la saison 4. Sauf qu'il va être amélioré à la technologie Chronicom, c'est-à-dire les robots comme Enoch. Seulement, la mémoire de Coulson va être celle de la saison 4, de la charpente. Parce que c'est la dernière sauvegarde de son cerveau qu'on a faite dans la série. Seulement pour qu'il soit à l'aise aujourd'hui, Gemma lui aura inculqué les souvenirs des 2 autres saisons, la saison 5 et la saison 6, pour qu'il ne soit pas en retard des événements.
Et donc du coup, comme il va assimiler de 2 ans en 2 secondes à peu près, hein, il va devenir un petit peu fou. Il a commencé à parler de choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Voilà. Gemma va ensuite poser donc les enjeux, donc les aliens, les Chronicom vont vouloir détruire le Shield à travers l'histoire. Et donc c'est là que le Zephyr est donc devenu officiellement une machine à voyager dans le temps. On va commencer donc par Dick, Coulson, Daisy et Mac qui vont partir en reconnaissance dans un monde ancien, raciste et au temps où les femmes n'étaient pas respectées, comme pour d'ailleurs le constater Sky. Ensuite, on va avoir l'introduction d'une base du Shield appelée l'Espadon, qui va être gérée par un ancien Conning, donc le fameux running gag dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent, qui était la saison 1 du coup. Les Conning sont présents tout le temps dans la série. Aux Zephyr, on va également voir Enoch, donc soigner May et Simmons, et offrir 2 nouvelles prothèses à Yo-Yo, comme vous pouvez le voir sur cette image que je laisse d'ailleurs, un moyen de camoufler les actuelles qui étaient mécaniques. C'est-à-dire que là, vous voyez ses mains, elles sont beiges, elles ne sont pas pleines de robots comme elles étaient les dernières. Ce sont des prothèses sophistiquées. Comme le dit Gemma, elles sont mieux que celles que Coulson avait à l'époque. À l'Espadon, on va avoir l'introduction dans la série de Freddy, qui sera développé dans la première partie de la saison comme étant un agent d'Hydra en particulier, infiltrant déjà le Shield lentement. De leur côté, nous allons avoir un affrontement entre Dick, Daisy et les fameux donc 3 Chronicom oula, je me suis perdu, excusez-moi. Devant les corps donc sans visage, parce que je vous rappelle, les Chronicom ont volé les visages des flics. Et donc devant les corps sans visage, les Chronicom et Dick et Daisy vont se battre. Donc Dick et Daisy vont s'échapper et amèneront un Chronicom dans le Zephyr, où Gemma le torturera entre guillemets en le saturant d'informations pour qu'il se mette à parler. Après une vive bagarre, Mac et Coulson découvriront que Conning invitera Franklin Roosevelt en personne à une fête avec des flics corrompus, ce qui place le futur président comme cible, lui qui fondera la SSR, donc l'ancêtre du Shield, dont fait partie par exemple Peggy Carter ou Chester Phillips. Seulement quand l'équipe ira surveiller Roosevelt, le contact d'Hydra de Freddy, Viola, sera introduite dans la série, ce qui amènera Freddy dans un endroit privé pour un échange, l'échange d'une boîte de fioles, des sérums verts au logo d'Hydra. Et c'est alors que, du coup, les Chronicom attaqueront Freddy avant que Daisy et Coulson ne les attaquent eux-mêmes et que Mac et Dick sauvent Freddy. Et c'est quand Coulson et Daisy amèneront Viola au bar que Conning avouera que Freddy s'appelle en réalité Wilfrid Malik, le père même de Gideon Malik vu en saison 3. Coulson emploiera alors la phrase iconique pour moi de l'épisode: pour sauver le Shield, on doit sauver Hydra. Et là, on aura un petit cliffhanger, du coup, donc de l'épisode à la fin, où on verra que May s'est réveillée et a totalement échappé au contrôle d'Enoch. Donc ça, c'est le premier épisode. Vraiment, c'est pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je vais faire le récap des 13. Ça peut être assez long. Je vois que là, j'ai mis quasiment 5 minutes pour un seul. Franchement, ça peut être assez long, mais je vais essayer de me dépêcher. Parce que c'est vraiment pas la partie la plus importante, la plus intéressante de la vidéo. Et vraiment, je compte essayer de me dépêcher, parce que c'est vraiment pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Et quand même, la saison 7 à 13 épisodes, c'est dur de pas s'en rappeler. Mais il y a des détails qui peuvent être importants de rappeler. Épisode 2, donc Know Your Onions. Donc on va donc ouvrir l'épisode sur la fuite de Mac, Dick et Malik, donc des Chronicums, avant qu'il n'aille terminer la livraison, sans savoir encore pour qui roule Malik. Hein. Mac et Dick savent pas qui est Malik. Pour eux, c'est juste Freddy. Et donc encore sous le choc éperdu, May va s'entraîner aux tractions avant de commencer du coup à se battre contre Enoch, qui va l'empêcher de sortir du Zephyr One pour aider ses amis. Dans l'Espadon, on va avoir Gemma qui va soigner Viola pour avoir des réponses, alors que Daisy commençait à penser que tuer Malik, ça pouvait empêcher l'avènement d'Hydra, ce qui entraînerait donc du coup, par effet de domino, l'inexistence du Shield dans le futur. Cependant, durant la discussion, les Chronicom sous forme de flics vont pénétrer dans l'Espadon pour avoir des informations sur Freddy et les agents du Shield, sans rien trouver parce que Conning sera assez malin pour les faire dégager. Cependant, juste après leur départ, on va avoir un gros lien avec le MCU qui va se faire. L'échange de Malik, c'est un sérum de super soldat, c'est le premier, c'est celui pour Johann Schmidt, donc le futur crâne rouge. Une révélation qui en accompagnera une autre d'ailleurs, c'est que Yo-Yo, elle n'a plus ses pouvoirs à cause des espèces de chauves-souris de saison 6, je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que la saison 6 je l'ai vu il y a très longtemps, je n'ai plus donc le nom des chauves-souris d'Isel, mais elle n'a plus de pouvoir à aller bloquer, elle ne peut plus aller aussi vite. Du côté de Mac et Dick, la série va adoucir les points de vue agressifs donc envers les Malik en parlant de l'histoire de Freddy, la malheureuse histoire par exemple où son père va se suicider. On va essayer d'avoir un peu le côté de pitié du téléspectateur, ce qui ne l'empêchera pas pour autant de viser Mac avec une arme quand ce dernier va fouiller dans les caisses d'alcool à la recherche de preuves. Ensuite, il est enfin temps pour l'autre partie de la team de rentrer au moment où May tabasse Enoch, mais elle sera interrompue par la voix de Coulson qu'elle reconnut immédiatement. Cependant,
elle n'accepte pas son retour, le considérant toujours comme mort et pas comme un véritable Phil Coulson, ce qui est en effet à cette époque-là un peu le cas. Et alors que May sera replacé en stase, Koenig donc découvrira alors l'intérieur du Zephyr, totalement impressionné de la technologie à bord. Et Gemma découvrira que le Zephyr va bientôt se téléporter dans le temps automatiquement, la fenêtre se fermant selon ses propres mots. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre de temps, au bout d'un moment, le Zephyr se téléporte tout seul. Ainsi, Daisy va appeler Mac et Dick, arriver à la destination, et libérer du flingue de Freddy. Dick va répondre et Daisy en profitera pour essayer d'influencer Dick à tirer et donc tuer Malik pour empêcher l'avènement d'Hydra. Évidemment, il ne le fera pas, mais ce qui n'empêchera pas les Chronicum d'essayer juste après pour empêcher le Shield d'exister. Coulson, Daisy, Enoch et Koenig vont donc être les renforts sur les lieux, seulement quelques problèmes vont survenir, comme par exemple le premier c'est que Koenig va tenter de sauver Freddy de l'influence d'Hydra, et en échange il se prendra une balle de Freddy même, voilà, avant que d'ailleurs ce dernier s'en aille en voiture. Et de plus, il ne reste donc plus que 2 minutes à l'équipe pour aller au Zephyr One avant qu'elle ne parte, et un membre sera en retard, Enoch, et donc Enoch, laissé en 1931, deviendra barman à l'espadon de Koenig. Ah, 5 minutes, j'avais dit. Je vais sûrement essayer d'aller vite par épisode. Les épisodes sont pas forcément. Je les détaille pas tous, vous voyez, ça dépend vraiment des épisodes. J'ai vraiment pris des notes devant chaque épisode. J'ai revu la saison, tout ça, pour bien l'assimiler et être sûr de ne pas me tromper dans mes notes et mes avis. Donc vraiment, j'essaie d'aller à fond. Là, je parle un peu entre pour pas que non plus que ça soit vraiment que de parler de la saison et que ça vous ennuie un peu. Mais en même temps, pour ceux qui vont la sauter, ça va pas être ennuyant du tout. Épisode 3, Alien Commies from the Future, donc c'est les aliens communistes en gros, et en même temps on est un peu dans l'ambiance de la guerre froide. Donc l'épisode 3 va s'ouvrir sur un couple admirant les étoiles à la recherche d'une soucoupe volante, qui va s'avérer être le Zephyr, contenant une équipe du Shield prise au dépourvu. Ils ne s'attendaient pas à sauter aussi vite. Seulement après avoir repris leurs esprits, il s'avéra que le Zephyr est posé à la zone 51 en 1955. La séquence suivante va nous dévoiler la bad girl de la saison, Sybil, celle qui commande aux Chronicums à la poursuite de l'équipe, parlant justement avec celui qui a traqué l'équipe en 1931. Ensemble, ils prévoiront le projet Helios. Voilà. Coulson expliquera qu'Helios est un programme secret de la zone 51, qui est d'ailleurs une base de Shield, qui représente un réacteur à fusion ionique. Il va s'en suivre une scène où Yo-Yo et Mac parleront du problème de ses pouvoirs, alors que Sky et Coulson parleront de May. Le tout en attendant Gerald Sharp, qui sera leur billet d'entrée pour la base de la zone 51. Amené à la base, il sera dans un endroit à part du Zephyr pour éviter qu'il voie la technologie du futur. Pendant ce temps, Coulson aura pris son identité alors que Gemma, elle, se fera passer pour l'agent Peggy Carter. Comme vous pouvez le voir, elle lui ressemble. Ensemble, ils pourront visiter la base pour leur enquête et parler du projet Helios. Profitant de l'occasion, Coulson et Simmons vont interroger chaque personne pour déterminer si elles sont des Chronicums ou non. Après l'interrogatoire, un bus de nouveaux VIP venant parler du projet Helios arrivera, forçant Coulson à se séparer de Simmons pour aller les interroger. De leur côté, Mac et Yo-Yo vont interroger la personne kidnappée pour avoir donc des informations, mais l'homme, totalement raciste, ne leur parlera pas plus qu'à May d'ailleurs. La série va ensuite introduire un personnage important pour cette saison, je vous présente Daniel Sosa, tout droit venu de la série Agent Carter, et mettant un nouveau lien avec le MCU. En tant qu'ancien partenaire de Peggy Carter, Simmons sera automatiquement en danger, ne reconnaissant pas Sosa. Mais par ce geste, Coulson et elle seront arrêtés pour avoir infiltré une base du Shield. Oups, j'en ai mis une en trop là. C'était pas prévu que Sosa y reste. Excusez-moi, totalement désolé. je m'excuse. Au Zephyr, Dick sera chargé d'interroger Sharp, de par sa peau, parce qu'il est blanc, hein, c'est le seul blanc de l'équipe. Oh, je suis désolé. Oh, vraiment, c'est horrible d'avoir des notes parce qu'on est comme ça et qu'on les lit. Je connais le truc, mais j'ai vraiment envie de rien oublier par rapport à ce que j'ai mis. Donc, vraiment, excusez-moi. C'est vraiment la pire vidéo du monde. Euh, et il arrivera à avoir une information par rapport à l'interrogatoire, malgré le fait qu'il manque d'entraînement. Dick, c'est pas un agent secret dans l'âme. C'est pas May, c'est pas Yo-Yo, c'est pas Mac. Hein, c'est Dick. Mais il arrivera à avoir une information. Il arrivera à savoir qu'Helios ne fonctionne pas, que c'est impossible qu'il fonctionne, et que seuls les Chronicums peuvent le faire démarrer et exploser et tuer toutes les grosses têtes d'Hydra, du Shield, pardon. Daisy donc ira voir Sousa en tant qu'agent de la CIA pour l'impressionner, l'intimider afin de sauver la situation subtilement. Elle parviendra à sauver Coulson et Simmons pour le moment, mais Sousa sera en échange enfermé. Pour traquer donc les robots voyageurs du temps, May et Yo-Yo iront dans la salle des inventions où sont tout le monde, infiltrés en pilote, en mission de reconnaissance. Seulement en pleine mission, May se sentira mal
et Yo-Yo, totalement bloqué dans ses pouvoirs, laissera filer la Chronicom, qui ira servir de batterie à Helios, afin de tuer tous les gros bonnets du Shield. Mais Yo-Yo l'auront rattrapé et le combat commencera alors que Coulson, Daisy et Simmons iront activer le MP pour désactiver Helios. Mais alors qu'un Chronicom approchera, Coulson ira le distraire, mais ne pourra empêcher ce dernier d'attaquer Sosa. Mais dans un même temps, Yo-Yo aura commencé à être étouffé par son ennemi, et c'est ainsi que l'attaque de Simmons détruira les deux Chronicums et sonnera Coulson. Mais alors que les deux Chronicums s'auto-détruiront, la base sera sauvée. Quant à Mac et Dick, ils feront croire à Sharp qu'il a été enlevé par des aliens, créant ainsi la fameuse légende de la zone 51. Voilà. L'épisode 3 est très sympa dans le sens juste où on apprend, que la zone 51 est une base du Shield. Juste ça, c'est vraiment stylé. Ça étonne même pas Sky qui dit ah, j'avais raison pour les trucs du complot, tout ça. Vraiment, c'est vraiment très sympa. On passe directement à l'épisode 4, Out of the Past. Donc là, on a un épisode qui va être en noir et blanc parce que Coulson a été sonné par le MP. Et on va entre guillemets avoir sa vue à lui. Donc on va avoir une vue en noir et blanc. L'épisode s'ouvrira sur la mort future de l'agent donc Daniel Sosa dans un environnement en noir et blanc causé par le MP de la base 51. Les pensées de Coulson étaient entendues et on apprit alors que Sousa devait mourir en livrant un appareil à Stark, Howard à l'époque, pas Tony. Et donc serait le premier du Shield à mourir. Se faisant passer pour un contact scientifique, Coulson put se libérer de Sousa et contacta Enoch à l'Espadon pour qu'il dise à l'équipe de trouver un paquet. Yo-Yo et Dick seront ceux qui partiront chercher le dit paquet dans une mission à la porte ouverte. Dans une maison à la porte ouverte. En effet, des Russes étaient déjà là et emporteront Dick, même si Yo-Yo put emporter le paquet au Shield, bien que la sécurité de Dick soit sa priorité. Elle fait contact avec Enoch également pour contacter le Shield. Quant à Coulson et Sousa, ils montaient donc dans le fameux train en direction de Los Angeles, et Coulson a dû un peu improviser avec le paquet en mentant à Sousa parce qu'il ne l'avait pas encore reçu par rapport au Shield, bien qu'eux-mêmes étaient surveillés par les Chronicums sans le savoir. La technologie donc de Sousa est en réalité une pierre de Rosette que Gemma Simmons trouvera passionnante, ainsi qu'après Melinda May. On apprendra que cette pierre a permis la création du Zephyr. Dans le train, Sousa ira boire un verre accompagné par une séduisante russe, alors que Coulson recevra la visite du Chronicum de 1931, celui-là, venu lui proposer un deal, la Terre contre la vie humaine. Coulson refusera bien évidemment le deal, mais apprendra que les Chronicums peuvent voir le flux temporel, et donc des probabilités. Alors qu'ils menaceront Sousa, ce dernier se sera rendu compte du jeu d'actrice de la demoiselle et sera sauvé par Sky et Mac, venus livrer le paquet. L'équipe amènera alors Sousa sur le Zephyr, qui reverra Jama et comprendra que quelque chose cloche. Tout comme l'équipe verra May bizarrement quand elle sera perturbée en serrant la main de Sousa. Seulement un gros moment va venir perturber l'équipe. Sousa ne va pas provoquer les Russes, mais Hydra, en dévoilant qu'ils avaient infiltré le Shield. Ce sont d'ailleurs eux qui ont enlevé Dick, qui va se retrouver face à Wilfrid Freddy Malik. Ouais, vieilli de 20 ans. Un dirigeant d'Hydra qui tuera son propre homme de main quand il comprit que Dick n'était pas un scientifique. Mais ce dernier lui rappellera lui avoir sauvé la vie en 1931 par rapport aux Chronicums pour sauver sa propre vie, bien qu'il découvre la méchanceté qui est devenue Malik malgré ce qu'il pensait. Une fois parti, il contactera également Enoch au bar pour contacter le Zephyr. Cependant, Mac aura du mal à laisser mourir Sousa quand il a laissé Malik vivre. Il comparera l'inspiration de Sousa pour le Shield à celle de Coulson pour les Avengers. Et il changera la mission. Dans l'infirmerie, Gemma, Elena et Melinda discuteront de l'état de May par rapport aux émotions, et la discussion amènera alors au fait que May est devenue une empathe, pouvant ressentir les émotions des gens qu'elle touche. Dans le Zephyr, Mac commencera alors à parler du fait de sauver Sousa, qui sera en train de s'enfuir de l'avion pour éviter sa livraison, comme vu sur l'image actuellement. Dans l'hôtel, Sousa sera espionné par Hydra alors qu'il cherchera à semer leur agent. Et alors, officiellement, Sousa était donc mort, tué par Hydra. En réalité, Coulson avait juste assommé Sousa avec un DCES, puis avait pris sa place pour encaisser les tirs d'Hydra en tant qu'LMD et jouer le rôle de mort à la place de Sousa. Puis, pour finir ce plan, Gemma et Daisy viendront en tant que médecins pour le corps de Coulson et le ramener à la base, où May lui prendra délicatement la main pour ne rien ressentir d'étrange en lui. Ainsi, l'histoire, totalement inchangée officiellement, aura permis le sauvetage de Sousa avant que le Zephyr ne reparte, sans qu'il n'ait le temps malheureusement de reprendre Enoch. Quand Sousa se réveillera, Coulson lui racontera toute l'histoire et intégrera Sousa à leur équipe. Et en petit cliffhanger, on découvrira que les Chronicums vont commencer à travailler avec Hydra. Mais après avoir vu Dick avec 20 ans de différence sans changement, Malik n'aura aucun mal à croire à l'histoire du voyage dans le temps. Voilà, donc on en est à l'épisode 4.
Excusez-moi, ça se peut que je parle vite, je m'en rends vraiment pas compte quand je tourne. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, après, je vais pas refaire la vidéo parce que là, je vais vraiment passer du temps dessus. Et sûrement qu'après, je n'en ferai pas d'autres avant assez longtemps, des comme ça. Mais ça m'aidera à m'améliorer pour les prochaines. Là, c'est vrai que c'est le résumé. Le résumé, vous êtes censé normalement connaître à peu près. C'est pour vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, du coup, je le répète encore une fois, c'est pas le plus important. Donc, c'est vrai que c'est celui où je vais le plus vite. Après, je retournerai un peu lentement. Là, on a 20 minutes de vidéo actuellement. Et c'est vrai qu'on est qu'à l'épisode 4. Donc, il faut que je me dépêche un petit peu. C'est vrai, je m'excuse. J'essaie vraiment de faire court pour ceux qui suivent et qui n'ont pas envie de passer 3 ans là-dessus. Donc, épisode 5, A Truck in the Milk. Vous pouvez vous moquer de mon accent anglais d'ailleurs, c'est un petit bonus. Donc l'épisode 5 va s'ouvrir avec une mission d'infiltration entre May et Coulson, avec May qui va apprendre à gérer son nouveau pouvoir doucement. Ils vont rejoindre Daisy et Sosa qui s'adaptent aux 70s doucement, un des 70s du coup. Ensemble, donc les 4 personnes vont chercher Enoch dans l'espadon bloqué depuis 40 ans là-bas, seulement il ne travaille plus là-bas depuis un certain temps. Là-bas, en effet, ils découvriront une fête qui va tourner autour du général Rick Stoner, qui donc aura conçu la base du phare dans quelques années. Aux Zéphyr, donc, on va avoir Gemma et Dick qui auront une discussion autour de Fitz et la mère de Dick, qui se conclura par la révélation aux téléspectateurs d'une petite lueur rouge dans la nuque de Simmons. De leur côté, Mac et Yo-Yo sont partis dans le phare à une époque où il a été à peine construit, en partie pour avoir un petit rencard privé un petit moment ensemble. Seulement, la base n'était pas abandonnée, ce qui montre déjà une première ondulation temporelle. Et la grosse révélation. Dans la discussion de Gemma et Dick, nous apprenions que Wilfried Malik était mort il y a 3 ans. Mais Coulson, May, Daisy et Sousa purent apprendre qu'en réalité, bah, il était encore en vie. Et en plus, c'était l'ami et le chef du général Rick Stoner au sein du Shield. Et en plus de ça, à nouveau en référence avec le MCU, et plus précisément Captain America 2, Malik a proposé le projet Inside avec 40 ans d'avance. À la pêche aux infos, May ira à la rencontre de Rick pour apprendre que le projet Inside se passera dans 3 ans. Et Daisy, seule à une table, verra au loin le bad guy de la série Nathaniel Malik. Pourtant, c'est bien Gideon Malik qui viendra lui parler, une situation ironique vu que Daisy tue Gideon dans la saison 3. Il la draguera, et au moment où il se montrera un peu insistant, c'est Sousa qui va voler à son secours, en se faisant... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, j'en ai oublié maintenant. Ah, j'ai pas mis d'image pour... Excusez-moi, vraiment, je pensais en avoir mis une, ça aurait été logique dans ma tête. Donc je disais, quand Gideon Malik va se montrer insistant, c'est donc Sousa qui va voler à son secours en se faisant passer pour son petit copain. Ensuite, elle va aller dans le bureau de Freddy et découvrira la liste des noms du projet, parmi lesquels figure, donc, comme le premier que je vous ai montré, Gabe Jonas, donc aperçu dans Captain America 1, c'est un membre des All-In Commando. On va également avoir Bruce Banner qui va être dans la liste, donc le futur Hulk, Victoria Hand, que nous avons pu apercevoir dans la saison 1, donc c'est une haut gradée du Shield, Dan Harris, qui est donc réalisateur de X-Men 2, Betty Wright, qui est donc une chanteuse, certains la connaissent. On va voir Nicole Amador, qu'on peut penser mère ou parente, en tout cas éloignée, d'Akela Amador, donc c'est une protégée de Coulson. On va voir Michael Phillips, qui va être un membre de l'armée américaine dans les comics, qui peut avoir un lien de parenté dans le MCU avec Chester Phillips, peut-être. On va avoir Roger Stewart, que j'ai trouvé en tant qu'illustrateur anglais chez DC Comics. Pourquoi pas. On va également avoir un liste Robert Gonzalez, qui a dirigé le faux Shield contre Coulson. Robert Moore, qui est donc un mathématicien assez célèbre. Thomas Hall, qui est un homme politique de l'époque. David Robinson, qui va être un sénateur qu'on va apparemment avoir aperçu dans Captain America, le premier du nom. Également Nick Fury, donc futur directeur du Shield, et Peggy Carter, donc, qui est une des membres fondatrices du Shield. Donc ça, c'est que des noms qui ont été fournis donc, par les Chronicums. Et alors qu'ils voudront rejoindre Coulson et May, ces derniers se feront intercepter par Malik et les Chronicums. Seulement, Daisy aura tôt fait de prendre Nathaniel Malik en otage, pour que Freddy laisse les 2 autres partir. Mais ce moment sera important parce que Nathaniel Malik va découvrir Daisy avec ses pouvoirs. Et pour fuir les Chronicums, Coulson, May, Daisy et tout ça se verront offrir la d'Enoch venue au bon moment. Pour Yo-Yo, les choses ne vont pas s'arranger puisqu'ils vont enquêter sur la redirection de l'énergie du phare, qui sera pour le projet Inside en réalité. Elena fera même référence à James Bond, dont l'ambiance et le style de l'épisode sont clairement inspirés. Toute l'équipe sera alors réunie dans le Zephyr One de nouveau, alors que la chronologie va se mettre une bizarrerie. Un saut prématuré qui va les entraîner la nuit du projet Inside, limitant la marge de manœuvre de l'équipe. Alors que tout le monde se remet de la nouvelle, Gemma va avouer à Enoch qu'elle oublie des choses avant de se faire agresser par Sousa, qui veut savoir pourquoi ce saut a été effectué en avance. Dick va la défendre, mais Max te prend la dispute en donnant les ordres pour défaire le projet. Du côté des méchants, ça sera Freddy Malik qui se verra remettre un moyen de pression inconnu contre le Shield, en tout cas inconnu pour nous.
Et donc, en pleine mission de piratage, Daisy va donc montrer à Sousa les smartphones et commencera à développer une relation amicale avec Sousa qui prendra conscience des conséquences de son voyage dans le temps. Il a loupé énormément d'évolutions, énormément de projets, comme par exemple, évidemment, les smartphones. En pleine réflexion, Sousa ne pourra réagir et eux deux seront kidnappés par Nathaniel Malik. Mais et Coulson, eux, vont partager une autre mission infiltrée. En tant que technicien donc, dans le phare, j'ai mis aucune photo, évidemment. Pourquoi j'ai pas mis une photo? Je n'en sais absolument rien. Vraiment, des fois, je me demande pourquoi je n'ai pas mis. Je crois que je n'ai pas trouvé de toute façon à ce moment-là. Euh, Bref, excusez-moi. J'ai honte. En plus, je sais pas faire des cuts au montage. Bon, moi, ça vous donnerait une bonne raison de rigoler. Donc, May et Coulson vont partager une autre mission infiltrée en tant que technicien dans le phare, où ils développeront leur nouvelle relation. Hein. Chacun est différent de leur première relation, qui vont commencer à développer une nouvelle relation amicale, de complicité. Seulement, sans Daisy, quand elle sera neutralisée, ils ne pourront plus avancer dans le phare. Et c'est pour ça qu'ils vont essayer de dire la vérité à Rex Stoner sur les Chronicom, mais May verra qu'il n'y croit pas et elle l'assommera. Quand Dick et Yo-Yo, du coup, comme vous avez pu le voir sur l'image, ils vont retrouver Freddy, et donc normalement on devait le ramener aux Zéphyr, mais Dick, donc là on va voir un développement depuis l'épisode 1 où il ne voulait pas le tuer, là bah, il va avoir un développement et Yanvi il va le tuer. Dick va tuer Freddy, qui avait donc la fameuse enveloppe du moyen de pression, c'était les parents de Mac, qui sont actuellement prisonniers du phare, et en danger de mort si Coulson et May inondent la base. Et c'est cette raison qui fera donc annuler l'opération. Coulson et May seront donc ensuite visés par des agents de SHIELD, alors que Mac cherchera à détruire le missile dans les airs. Problème de taille, c'est que s'ils le font, leurs positions seront révélées et ils pourront être abattus. Et là, on va avoir un petit cliffhanger de taille quand même, c'est que Nathaniel Malik va contacter Daniel Whitehall, qu'on a connu en saison 2, pour avoir des instructions sur comment être un méta-humain après du sang inhumain. Un peu à la façon de... comment ça s'appelle? De Jaime. Voilà. Après, du coup, on va passer à l'épisode 6, donc Adapt or Die. Bloquez-vous mon accent anglais, profitez-en vraiment. Donc là, l'épisode va s'ouvrir sur la Batgirl qui va regarder donc le flux temporel depuis sa base secrète, alors qu'un Chronicom la critique. Cependant, Sybil saura répondre à tout, alors qu'un groupe de chasseurs sera réveillé. Pour Coulson et May, ils sont ramenés donc dans la base, dans la salle principale, devant Rick Stoner, qui les interrogera alors que les Zéphyr subira un conseil où Mac préparera le plan pour sauver ses parents. Seulement, les Chronicoms auront pris le contrôle du phare à l'insu du général, qui sera tiraillé entre ses connaissances et ce que Coulson et May lui disent. Donc enfermés, ils vont quand même essayer de convaincre Stoner, mais il sera insensible aux nouvelles, mais ils se libéreront plus tard pour aller le sauver des Chronicoms, qui ont attaqué donc Rick, après avoir eu une discussion sur le retour de Coulson et où May avouera que les nombreuses morts de Coulson la rendent un peu triste à chaque fois. Du côté donc de Sousa et Daisy, mais pourquoi je... Ah, bah, j'ai mis l'image enfant. Eh, mais des fois, après il est 2h22 et je vous avoue que je viens de passer littéralement, sans vous mentir, quasiment 5 heures d'affilée juste sur ce projet. C'est aussi que j'ai un peu la grosse tête. J'aurais pas dû faire ça, mais je voulais vraiment vous la sortir normalement pour 5 heures. Normalement, à 5 heures, je la programme pour qu'elle soit sortie à 5 heures, donc une semaine pile après la série. Ça serait vraiment symbolique. C'est pas bâclé, je vous assure. C'est vraiment, j'ai bossé dessus, mais peut-être que la fatigue prend un peu le pas. Si j'arrive pas à finir, je sortirai pas, mais normalement, je devrais réussir à faire un truc quand même bien. Surtout la fin que je compte réussir. Là, c'est vraiment le résumé. Normalement, vous connaissez et vous sautez normalement. C'est-à-dire que normalement, ces personnages, jamais m'entendra dire ça. Si quelqu'un m'entend dire ça, c'est vraiment que là, on va commencer à avoir un sérieux problème. Ma popularité va en prendre un coup, ma crédibilité surtout. Donc, je disais, je rigole vraiment de ça en plus, quoi. Bref, donc du côté de Sosa et Daisy, ils vont se réveiller donc dans une espèce de grange, ligotés et drogués. Nathaniel, en fait, les a capturés dans le but de voler leur pouvoir, même leur pouvoir au pluriel, parce qu'il pense que Daniel est immortel. Parce Daniel, je vous rappelle quand même qu'il le connaissait dans le passé, quoi. Hein. Ça reste un agent très connu, quoi, du Shield. Quand ils auront fini, Daisy sera faible, souffrira et sera ensanglantée, mais Sousa lui racontera une histoire pour la maintenir éveillée, et ainsi la relation entre Sousa et Daisy évoluera. Ensuite, touché par un missile, Simmons, Dick et Enoch seront en danger de mort à cause de la transmission touchée. Mais encore une fois, Simmons aura des pertes de mémoire et Enoch l'étudiera en déplaçant un implant, donc celui qui s'appellera donc Diana, vous pouvez voir la petite lumière rouge sur l'écran. Ce qui laissera croire à Dick qu'il blesse Gemma, ce qui est bien entendu faux. L'implant dans l'esprit de Gemma, en fait, lui sert à oublier où est Fitz pour le sauver des Chronicoms. Seulement ça alterne aussi sa mémoire actuelle, et au bout du compte, elle arrivera quand même à réparer le Zéphyr après l'aide d'Enoch. Dans le phare, on va avoir donc Mac et Yuyo qui vont sauver les parents du premier, donc de Mac du coup, hein, sans leur dire qui ils sont exactement. Cependant, on va vite apprendre que le père, bah, c'est un Chronicom masqué.
Ensuite, une fois May et Rick partis retrouver Mac et Yo-Yo, Coulson descendra seul dans la base secrète des Chronicums, cherchant à les débusquer et les battre. Il tombera alors sur Sybil, et engagera la conversation avec elle, et apprendra à être dans un vaisseau temporel sous le phare. C'est là-bas qu'il balancera la phrase de l'épisode. Le fait est que mourir est mon super pouvoir, avant de se faire sauter dans le vaisseau temporel. Sosa et Daisy, donc encore inconscientes elles en tout cas, parviendront à s'échapper alors que Nathaniel, ne contrôlant pas ses pouvoirs comme Daisy au début, verra ses os se briser et plusieurs poutres lui tomber dessus. Mais Rick, eux, vont sauver donc Mac et Yo-Yo, ainsi que les parents de Mac, avant de rentrer en laissant Rick créer finalement la base du phare. Et même si May laissera apparaître une grande tristesse pour la mort entre guillemets de Coulson, elle sait qu'il reviendra à nouveau. Seulement, le père de Mac va toucher May et elle comprendra que c'est un Chronicums. De ce fait, elle fera faire des tours au Quinjet et le combat se lancera après vérification, la mère étant également compris dans le lot. Et là, dès le premier saut fait, Mac va sortir un moment pour assimiler les nouvelles, parce que les deux parents originaux sont morts. Mais le cliffhanger va nous annoncer que Dick, parti chercher, ne rentrera pas à temps non plus et les deux seront abandonnés dans une autre époque. Voilà. On avance doucement. Épisode donc numéro 7, The Totally Excellent Adventures of Mac and the D. L'épisode donc, va s'ouvrir sur Dick qui va faire un rapport à May sur ce qui s'est passé quand il était seul avec Mac en 1982. Donc là on va voir qu'ailleurs dans le monde, un homme va être introduit dans l'histoire, un informaticien, et il va recevoir donc une commande, il va faire la connaissance de Sybil à travers cette commande. Elle a été détruite par Coulson et profitera de la solitude du bonhomme pour se faire reconstruire. Dans une ambiance un peu à la Matrix, l'homme va donc parler à son ordinateur pour commencer. Et au bout de quelques temps, l'informaticien aura réussi à rendre la voix de Sybil pour commencer et il arrivera à la reconstruire de façon un peu étrange. Sybil se verra donc offrir des fleurs par l'informaticien qui semble tomber son charme à chaque apparition. Mais le petit problème, c'est qu'elle se servait de lui et enverra donc les chasseurs qu'elle a construits pour le tuer. Ça, c'est vraiment une partie qui est assez malaisante, mais surtout c'est vraiment triste pour le bonhomme au final. Et c'est tout. Juste une petite information. Mac pensera que la mission est terminée et que la discussion entre lui et Dick montera d'un ton en partie à cause de sa décision de tuer Freddy. Quand il partira, il ira sur la tombe de ses parents et ira se voir lui-même, avant de repartir dans une maison en faisant lui-même les maquettes des voitures. Sauf que longtemps après, on va savoir que Dick va passer avec des courses, mais Mac souhaitera rester seul jusqu'à ce qu'il devienne barbu et enrobé, un peu à la façon, j'avais une image de Sibyl totalement. Eh oui Loki, l'intelligence, donc là une image de Mac, voilà. Donc une image de Mac à la façon de Thor dans Endgame. La solitude lui pèsera jusqu'à ce que Dick l'invite à rejoindre un bar pour lui parler. Arrivé là-bas, Mac découvrira la Dick Squad, très joli nom, un groupe de musique où Dick vole les chansons du futur. Seulement le groupe de reprise sera en réalité une équipe pour refaire le Shield. Et donc, Mac va voir Dick changer le phare en salle de fête avec en son sein Coulson dans une télé. Alors là, je sais qu'il n'y a pas d'image parce que je n'ai pas trouvé d'image de Coulson dans une télé. Je trouvé ça vraiment bizarre, ça m'a vraiment énervé quand je cherchais les images. J'ai pas trouvé une seule foutue image de Coulson avec une tête dans une télé. Ça m'a vraiment énervé. Bref, excusez-moi. Ce dernier donc a détecté l'activité de Sybil, parce que c'est quand même un androïde quand même, Coulson en soi. Hein. Il a quand même donc des capacités en plus. Et il voulait que Mac enquête sur l'affaire. Dick présentera ensuite à Mac l'entraînement du gant pour sa fameuse escouade, un entraînement d'ailleurs qui tournera vite au ridicule. Juste après, Dick va présenter à Mac son fameux fusil à pompe H refait par lui-même, mais le tour montrera entre celui qui veut refaire le shield en volant les choses du futur et celui qui sera resté un an chez lui seul, malgré la menace des Chronicums, sans remercier Dick. Enragé, Mac commencera à partir, mais une femme de la squad lui racontera alors que Dick s'occupe de lui et de son frère plus jeune, qui fera rester Mac alors que les Chronicums low cost envahissent le phare en tuant 2 personnes et en blessant une autre. Mais Mac sauvera la situation en remplaçant sa tristesse par de la colère envers Sybil. Après un retour à la normale, un peu dans le style Predator Alien, comme vous pouvez le voir sur l'ancienne image où Mac avait un costume un peu de ce genre de film, Dick, sa squad et Coulson prépareront un gros plan si Sybil est dans la base, parce qu'en effet, si elle est là, c'est pour récupérer le flux temporel. Et même si avoir un robot est facile, c'est sans compter sur celui de Sybil, celui que Sybil possède, donc son esprit informatique, et qui tire des rayons laser. Mais en équipe, elle explosera comme les autres. Seulement en réalité, un minuscule robot sortira du phare avec le flux temporel. Mac et Dick finiront par aller parler de tout ça, et ce dernier lui racontera comment lui et son frère vivent.
Suite à cela, Mei et Yo-Yo viendront récupérer l'équipe. Yo-Yo sautera donc évidemment au coup de Mac et Mei montrera enfin de la complicité avec Coulson malgré la télé. Enfin, on peut voir qu'elle accepte sa condition. Et le petit cliffhanger de fin, c'est qu'on va voir Nathaniel Malik devenir une nouvelle associée de Sibyl, laquelle va remettre le. Comment ça s'appelle? Le flux temporel. Voilà. Cette image-là, il a le flux temporel dans les mains. On va voir ensuite donc l'épisode 8, After Before. Donc là, c'est l'équipe va s'ouvrir donc sur un flashback de la fin de la saison de l'épisode 6. Donc on va voir le propulseur qui devient incontrôlable, le temps entre les sauts qui deviennent plus serrés, tout ça. Mais l'équipe se retrouve enfin au complet malgré tout. Là, on est après donc l'épisode 7 pour de bon. Cependant, le problème n'est pas résolu, et si ça continue, ils vont tous mourir. Mais alors l'idée d'utiliser Yo-Yo pour réparer le propulseur. Et Sky, totalement blessé, aura l'idée d'envoyer Mei et Yo-Yo dans l'au-delà, le territoire des inhumains, et même donc de Jiaying, la mère de Sky. Pour ce faire, Mac demandera l'avis de Coulson à cause de la perturbation temporelle que ça peut causer, parce que Sky n'est pas encore née. Et donc si elle meurt, il n'y aura pas de Sky. Donc, durant le vol, la relation amicale entre Yo-Yo et Mei sera approfondie et les pouvoirs de Mei seront fixés. Elle a besoin d'être dans la même pièce pour ressentir les émotions des autres. À leur arrivée, on va directement voir la réintroduction d'un personnage important de la saison 2 d'Agent of Shield. Évidemment, je parle de Gordon. Gordon qui va revenir à la poursuite d'une inhumaine, qui va s'appeler donc Cora, qui va avoir son importance dans la série. Et on va également avoir un personnage introduit, un horrible monstre du nom de Monsieur Lee, qui est un inhumain capable de matérialiser des lames. On peut également faire le rapport avec l'inhumain qui est un peu le garde du corps de Malik dans la saison 3. On peut faire un lien parce que ces deux inhumains-là sont un peu dans le même style de combat, tout ça. Puis les deux sont aussi ont la même tête de méchant, quoi. Alors, les deux, c'est des mecs qui se battent bien, avec des techniques de combat à moitié ancestrales de ninja, tout ça. On reste vraiment sur un côté un peu identique. Donc prise pour intruse, Mei et Yo-Yo seront enfermés et feront la connaissance de l'ancienne Jiaying, qui va tester Elena avec un devin, les objets qu'on voyait dans la saison 2. Et les tests vont ensuite commencer quand on verra qu'elle est inhumaine. Donc ils vont commencer par faire des aiguilles un peu je sais pas le dire, c'est horrible. Bref, vous allez me comprendre, on va dire. Vous savez, là où ils mettent des aiguilles dans le corps de tout le monde, c'est de l'acupuncture. L'acupuncture, voilà. Waouh, j'ai eu un trou. Il est quelle heure? 2h30 du matin. Parfait, Loki. Quelle heure pour tourner une vidéo? Ok. Ok. Ça commence mal. Donc pendant ce temps-là, du coup, dans le Zéphyr, l'équipe commencera à paniquer un peu parce qu'en effet, si Mei et Elena n'arrivent pas à progresser, bah, l'équipe sera donc officiellement dans la merde totale et décédera. Et pendant ce temps-là, du coup, dans la nuit, donc Elena et Melinda seront un nouveau témoin d'une tentative de fuite de Cora qui a malheureusement encore échoué. Au petit matin, Jiaying vient avouer à Elena que le problème est mental, c'est rien de physique, et que Mei et ses pouvoirs d'empathie peuvent l'aider. Dans une ambiance un peu zen, comme vous pouvez le voir sur l'image, Elena et Mei essaieront de rentrer en contact. Mais une nouvelle méthode va intervenir. Elles vont s'entraîner ensemble pour se parler, développer encore plus une relation amicale puissante. De son côté, on aura un moment de doute pour Coulson sur son humanité. Il va même dire à Sky qui se demande le nombre de 1 et de 0 nécessaires pour obtenir un sentiment, comme il le dit. Et ensuite, de son côté, donc, on aura Gemma Simmons qui essaiera d'envoyer un message à Fitz. Une fois la séance finie, donc, Mei va sortir sur les pas de Jiaying pour en connaître plus sur Cora, qui semble poser beaucoup de problèmes dans l'au-delà. Lee pensait à la tuer là où Jiaying espérait que non. Ce qui est normal, on verra pourquoi plus tard. Donc ensuite, Cora essaiera de se suicider et sera sauvée donc par Nathaniel Malik, qui la prendra à ses côtés. Mais il ne sera pas seul, parce qu'avec son armée, il prévoit de semer le chaos dans l'au-delà et prendra le contrôle de l'endroit. Et alors qu'ils prendront des inhumains prisonniers, une altercation Cora-Jiaying aura lieu et une révélation les suivra. Cora est la fille de Jiaying. Et le temps montrera que Cora brûle partiellement Lee, mais Gordon la téléportera dans un Quinjet. Après discussion, il s'est établi que les deux inhumains trouveront une planque et que Mei et Yo-Yo les contacteront plus tard. Elles devaient aller au Zéphyr, seulement sans solution, ils devaient abandonner le Zéphyr. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, Yo-Yo, ce qu'elle devait faire et retrouvera ses pouvoirs. Mais même améliorée. Elle ne sera pas de point de retour, elle deviendra une supersonique. Et donc c'est sur la musique, qui semblera similaire à celle de Flash, qu'elle se mettra à courir pour stopper ça et sauver le Zéphyr. Et alors que Dick et Coulson retourneront dans des espaces de repos, Enoch et Dick verront le propulseur déconner et le Zéphyr se fera téléporter dans un endroit totalement inconnu. Petit donc cliffhanger, c'est que ils ont réussi, donc eux deux ont réussi à reprendre le contrôle de l'au-delà,
et compteront répandre l'anarchie et redistribuer les pouvoirs des inhumains avec la méthode de Whitehall. Donc épisode 9, As I Have Always Been. Voilà, normalement je le prononçais mieux, et je raccourcissais le have, là j'ai raté. Bref. Donc épisode 9, l'épisode va s'ouvrir sur Daisy sortant de sa petite zone de confort, reposée et forte, et Sousa sera là pour son réveil. Seulement, quand elle arrivera dans la salle centrale, ça sera le bordel. Le Zéphyr est dans un endroit qu'il n'arrive pas à établir, l'alarme sonne, Dick viendra apprendre à l'équipe qu'ils sont dans un trou noir en train de faire des cercles. Seulement entre-temps, Mac sera exposé de radiation cosmique et deviendra aveugle. Simmons cherchera à le sauver et Daisy devra alors éteindre un incendie, mais une fois ceci fait, elle verra le propulseur déconner et reviendra dans sa salle de repos. Au réveil, tout sera identique, car Sky est en réalité piégé dans une boucle temporelle. Ça, c'est un thème totalement récurrent. On peut le voir dans Arrow dans la saison 8, dans Flash dans la saison 5 et dans Legend of Tomorrow la saison 4. Voilà, c'est des thèmes récurrents dans les séries. Toutes les séries quasiment en parlent, un minimum. Mais cette fois, elle aura une idée et pour la prochaine boucle, elle décidera d'appeler donc Coulson. Prochaine boucle, du coup, elle va pas réveiller Sousa, elle va directement prévenir Mac pour les radiations et va aller voir Coulson et elle va l'allumer. Et elle va voir qu'il est déjà au courant. Parce que c'est pas la première fois qu'ils se parlent. En effet, quand Daisy meurt, elle oublie tout et ce n'est pas la première fois. C'est même la 14e fois qu'elle meurt. Seulement, c'est la 87e boucle où Coulson est allumé en tout cas. Parce qu'il y a des fois où il n'est même pas allumé. Et eux deux s'en souviennent car ils sont tous deux dans des endroits, dans des chambres de sommeil futuristes. Donc prochaine boucle, Daisy va refaire pareil et va apprendre que le propulseur agit comme un disque rayé et qu'ils ne peuvent pas sortir. Le temps est compté. Zéphyr se rapproche un peu plus à chaque boucle de l'implosion. En effet, le nombre de kilomètres qu'annonce Dick diminue à chaque fois. Pendant 39 boucles, ils ont essayé de le faire reculer mais sans succès. Aussi, Daisy va mettre l'équipe au jeu et Dick tentera discrètement de demander à Gemma de retirer temporairement l'implant pour réparer le propulseur. Une discussion qui sera entendue par Coulson et Daisy et qui la convaincront de lâcher l'implant pour les sauver. Mais quand elle essaiera, elle étouffera et viendra à mourir devant les autres. La boucle d'après, Daisy vient avec Gemma et décédera avec elle à cause du gaz, dont le fil a été coupé par un meurtrier. Et c'est reparti pour que Daisy ne sache rien et doivent tout réapprendre. Cependant, une fois ceci fait, Coulson et Daisy parleront aux suspects, à savoir donc Dick, Enoch et Simmons, mais aucun d'eux ne semble être suspect, mais après discussion avec May et Mac, Coulson établira qu'il y a peut-être un chronicum dans l'équipe. Et alors, Mac proposera donc de libérer Yo-Yo pour retirer l'implant de Gemma avant l'arrivée du gaz. Coulson s'y attellera dans une tenue qui n'est pas sans rappeler celle de Willy Wonka. Juste la paire de lunettes par contre, hein, pas le grand chapeau. Seulement à peine sorti du Quinjet, Yo-Yo ne pourra rien faire, retour dans le passé. Daisy retentera alors le coup avec Simmons, mais un problème va se poser. Il est possible que le scanner soit piégé. Sans se gêner une seule seconde, Sousa foncera prendre le scanner et décédera à son tour. Prochaine boucle, Coulson sera en colère et énervé qu'une telle chose soit produite et le montrera par des coups dans le Zéphyr. Daisy le rassurera sur le fait qu'il est une âme, mais Coulson parlera dans le sens inverse jusqu'à comprendre qu'Enoch doit avoir une programmation pour tous les tuer. Ils vont donc faire un test qui se révélera concluant. Fitz et Simmons ont programmé Enoch pour protéger l'implant quel que soit celui ou celle qui va le retirer. Mais ils vont échouer à réessayer une fois. Donc ils enverront Daniel Sousa distraire Enoch. Sans succès. Ils essaieront de combattre Enoch sans succès non plus. Ils essaieront d'amener Gemma avec eux sans succès non plus. Et alors, toute l'équipe essaiera de le combattre. Il les massacrera. Ça aura un côté très humoristique. Prochaine boucle, les essoufflera et parlera avec Sousa. Pitié que j'ai mis une image. Non, je parlais d'Enoch. Évidemment, j'ai mis une image d'Enoch. Je suis vraiment nul. Excusez-moi. Faut vraiment que je mette des petites notes à la limite. Mais donc, Sousa. Elle va parler avec lui et développera la relation entre eux de beaucoup d'étages. Ensuite, Sousa se sacrifiera en laissant entendre qu'il sera celui qui retirera l'implant pour attirer Enoch, dans la pièce où May, Yo-Yo et Mac le rejoindront pour faire gagner du temps à Coulson, et Daisy pour Simmons. Seulement problème, pas assez de temps. Ils vont donc recommencer, mais Daisy s'accordera un baiser avec Sousa avant de recommencer. Et cette fois, la réponse... Faites pitié, faites que... Voilà. Des fois, j'ai tellement peur quand je clique, je vous assure. J'ai plus peur qu'un topin à Fortnite. Et cette fois, la réponse sera Enoch, qui pourra réparer le propulseur au prix de sa vie. Après les révélations, Simmons commencera à ressentir la tristesse, une grande tristesse sans un plan. Et la prochaine boucle va amener le plan final. Ils sont à moins d'1 kilomètre, et alors que Simmons va commencer à protester, c'est Enoch qui va se sacrifier sans une once d'hésitation pour l'équipe.
Daisy et Coulson resteront avec lui jusqu'à sa mort, où une grosse révélation apparaîtra. C'est la dernière mission où l'équipe sera ensemble. On va également avoir un petit cliffhanger de fin. On va avoir Nathaniel entraîner Cora à devenir une experte avec son pouvoir. Et on verra le moment où on sait qu'il lui a dit qu'elle avait une sœur. J'étais sûr de les avoir remis. J'aurais dû vraiment, parce que j'en parlais entre la scène où il développe une relation et la scène du baiser. Évidemment que j'en ai parlé. Là, on est à l'épisode 10, Stolen. Très belle image d'ailleurs. Donc Stolen, l'épisode 10, où on va directement arriver avec un des personnages les plus importants, réintroduit depuis la saison 1. Je vous présente John Garrett. Et ça c'est un gros oui, mais ça on reviendra dessus plus tard. Donc, l'épisode va s'ouvrir sur une nouvelle recrue de Nathaniel, John Garrett. Nous découvrirons d'ailleurs les motivations de Garrett pour rejoindre Hydra. On fait l'extraction du Shield au Balkan alors qu'il sera blessé. Coincé donc dans les années 80, l'équipe retournera au phare avec l'agent Roxy de la squad de Dick. Un petit retour du personnage qui est toujours apprécié. Seulement la ligne temporelle est déjà foutue, le Triskelion existe déjà. L'équipe va donc faire appel à Jaying et Gordon, pour reprendre l'au-delà à Nathaniel et désormais Garrett qui a vu son futur grâce à Bill. Donc en pleine préparation du plan, Daisy apprendra qu'elle a une sœur et en restera bouche bée un temps. Mais après elle va rejeter la faute sur May d'avoir oublié de la prévenir. Du côté des méchants, on va avoir Nathaniel qui va mettre Garrett au jus du but qu'ils vont avoir devant une machine qui transmet des pouvoirs d'inhumains aux humains. On va Monsieur Lee vider des pouvoirs, donc Monsieur Lee c'est lui. Cora le tuera. Ça rime. Oh, oh, oh. Bref, en aparté, on va avoir Gemma qui va parler à Dick où elle va penser que Fitz est mort à cause de sa réaction dont Daisy lui a parlé. Ensuite, on va donc avoir Gordon et Coulson qui devaient localiser les prisonniers et revenir. Seulement Sybil saura où les deux devaient atterrir et avait prévenu Daniel pour ça, le laissant capturer Coulson et transmettre les pouvoirs de Gordon à Garrett. Mais du coup, Coulson ne pourra répondre à Elena et Emma qui ira dans les bâtiments, trop tard pour les vilains, qui se seront enfuis grâce au pouvoir de Gordon à Garrett. Enfermés, Coulson et Gordon s'échapperont de la salle par une téléportation qui tuera malheureusement Gordon. Mais Coulson recherchera Cora quand Yo et Mac chercheront les otages, toujours sous le son similaire à la série Flash. Sousa, de son côté, va pousser Daisy à parler à Jaying pour profiter de sa seconde chance offerte de rectifier la dernière image de sa mère. Et elle le fera en lui disant toute la vérité, sauf qu'elle est sa fille. Mais Jaying comprendra rapidement que Daisy dit la vérité et même que Nathaniel lui a copié ses pouvoirs. Après avoir découvert que Jaying est menthe, Daisy se laissera aller à quelques confidences sur sa propre mère sans en faire trop, et se fera consoler, avançant le développement de la mère de Daisy de façon très intéressante. Dans un même temps, Garrett et Nathaniel arriveront dans le phare, et le premier va se confronter à May dès le début. Après la fuite de Garrett, May préviendra Daisy qui se confrontera donc à Nathaniel, qui avouera à Jaying que Daisy est sa fille. Mais Jaying comprendra à ce moment que l'horreur dont a parlé Daisy, c'était elle-même. Mais dans le duel, Nathaniel a un avantage. Les pouvoirs lui appartiennent en termes d'années depuis plus longtemps que Sky. Il faut savoir, Sky est là depuis la saison 2, donc c'était fin saison 2 qu'elle a réussi à la maîtriser, donc ça fait saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, ça fait 4 ans, sachant qu'entre la 5 et la 6, il y a un an, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'elle a ses pouvoirs quasiment. Lui, il les a depuis quand même bien plus de 5 ans. Hein, ça fait au moins 10 ans, gros minimum. Attendez que je compte. Il les a eu. Là, on n'est même plus dans les 76, on est en 80. Il les a eu donc au moment du phare, donc ça fait quasiment 10 ans qu'il les a. Voire 8 ans. Il les a depuis bien plus longtemps que Sky, donc il a pu s'entraîner. Et surtout, il fait que ça, le mec, il s'entraîne que sur ça, quoi. Donc il les a depuis bien plus longtemps. Ça, c'est quelque chose dont on se rend pas compte. Parce que c'est vrai qu'il y a il les a dans cette saison. Et avec le voyage dans le temps, on se rend pas compte. Mais je vous assure que, du coup, il les a depuis bien plus longtemps qu'elle. Cependant, Jaying tentera de sauver Sky en inspirant la force vitale de Nathaniel. Mais il retournera la situation et tuera Jaying devant Sky. Folle de rage, elle fera tomber la base du phare en entière, jusqu'à ce qu'il se prenne une balle par May et fuit. De même pour Garrett, qui va venir donc chercher Simmons et se téléporter dans le Zephyr avec Nate pour s'enfuir de la base. Seulement Dick est encore dedans, et ça, mais ils ne le savent pas encore. Coulson, à l'au-delà, lui, trouvera donc Cora, qui demandera simplement à être arrêtée et amenée à la base. Et petit cliffhanger de fin, on va savoir pourquoi Simmons a été capturé. C'est parce que Fitz est un danger pour les Chronicums et qu'ils doivent savoir où il est. Et là, donc, on va passer à l'épisode 11, Brand New Day. Là, on va passer dans une phase quand même un peu plus importante de la série, la phase finale. Pas encore vraiment finale, mais on entame doucement le truc final. Donc l'épisode va s'ouvrir sur Sky, qui va traquer le Zephyr, mais qui va disparaître sans raison. Le Zephyr, je parle. En colère, Sky ira donc se défouler sur Cora, ramenée par Coulson, et prenant vouloir être agent du Shield. La raison pour laquelle Cora voudra rejoindre le Shield, c'est tout simplement
qu'elle veut sauver des vies en tuant des gens d'une liste unique. En effet, la ligne du temps, elle est foutue, ça on l'a compris. Et foutue dans le sens où Korra veut que le Shield gère la nouvelle avec un projet inside différent. C'est-à-dire que là, on va pas se mentir. Là, ils sont dans une timeline différente, ils sont dans une autre dimension, à la façon d'Endgame. Et donc, pour en parler, Daisy ira donc seule avec Korra dans une pièce pour en parler, où on verra donc une Korra apparemment sincère sur le fait d'avoir une sœur. Seulement Daisy considère déjà Simmons comme sa sœur et elle partira la chercher avec Sousa et Mac qui acceptera donc le plan de Daisy. Je parlais évidemment de Mac qui est donc à la base aurait dû être celui qui aurait le plus dit non, c'est celui qui au contraire aura le plus dit oui. Donc du côté des méchants, donc ils seront localisés dans l'espace, j'ai dit au-dessus des satellites, ce qui expliquera leur invisibilité. Donc de plus, on saura que Dick a été kidnappé par Gareth dans le Zephyr, mais Nathaniel est déjà donc dans le cerveau de Simmons, à la recherche de Fitz sans être au courant de l'implant. Sachant que quelque chose cloche, Nathaniel torturera Dick sans résultat, mais trouvera par chance l'implant. N'arrivant pas à le soustraire, Nathaniel va lui-même aller dans la tête de Simmons pour essayer de forcer l'implant. Mais il apprendra qu'ils ont construit une machine à voyager dans le temps ensemble, mais l'implant sera trop fort pour le reste et il n'arrivera pas à aller bien plus loin. Petit souci, c'est qu'en forçant l'implant comme ça, Gemma a carrément oublié Fitz. Bravo Nathaniel. Hein. Dans la base, on va avoir Coulson et May qui vont reprendre une certaine complicité avant de s'intéresser à Korra. May devra l'interroger, mais Korra parlera de la gamine qu'elle a tuée plus tard. Donc plus tard, je parle après les années 85. Et l'interrogatoire tournera mal. Elle aura permis à Sybil, j'ai mis une image de Sybil, tout à fait, de pénétrer les pare-feux du phare et de menacer Coulson. Mais après ça, elle n'aura aucun mal à déverrouiller toutes les cellules, dont celle de Korra et des gardes de Nathaniel. Mais Korra, entre guillemets, obéira à Coulson en tuant l'un des faux inhumains, donc un des gardes de Nathaniel, prétextant que même les tueurs à gages font partie de la fameuse liste du projet Inside. Seulement, s'ils veulent rétablir la timeline originale, ils auraient dû tuer Sousa, ça ils ne peuvent pas le faire non plus. Mais Korra, pour essayer de les attirer un peu, va parler du premier nom de la liste, Grant Ward. Pour le moment, c'est un enfant, et cela balancera même une pique à May à cause de l'inhumaine au Bahreïn. Mais Coulson n'hésitera pas à répondre que Gareth avait torturé mentalement Ward pour en faire son toutou, et il se basera sur la charpente pour affirmer ça. Mais Korra insistera pour montrer à Jain qu'elle est bonne aussi. Et là, ce fut donc la corde que décidera de tirer May en l'amenant devant le cadavre de sa mère. Korra le vivra mal, mais May lui précisera que Nathaniel l'a tuée de façon à ce qu'elle ne puisse revenir à la vie. Cependant, l'issue de la conversation devint un combat où Korra fuira avec Gareth. Dans l'espace, Mac, Daisy et Sousa vont foncer vers le Zephyr One pour s'amarrer. Sur le trajet, Mac va pousser les deux tourtereaux dans les bras l'un de l'autre très délicatement. On va avoir des scènes très humoristiques, comme par exemple le nom de Quake. Et Daisy lui parlera du besoin de rester avec eux malgré ce qu'elle a pu dire. Elle dira qu'elle a besoin de l'équipe, elle ne veut pas devenir juste des collègues. Dans l'espace, ils vont donc apercevoir une flotte de Chronicops énorme qui va débarquer pour acquérir les cibles de Sybil, qui sont toutes les bases du Shield piratées depuis le phare. Et là, on aura une très belle scène où on verra donc le Triskelion se faire littéralement exploser et détruire. Et donc, la scène du cliffhanger final, nous allons voir que Nathaniel et Korra ne partagent pas juste un partenariat, mais juste une bonne et vieille relation. Un peu tordue à la façon du Joker et d'Harley, si on regarde bien certains points. Et là, on va donc attaquer l'épisode 12, The End is at End. Alors là, il faut savoir que l'épisode 12, c'est donc la moitié du final. Le final est donc en 2 épisodes. Et on attaque donc le final, la dernière ligne droite. Le tout en 1 heure. Ça va quasiment faire 1 heure pour faire un récapitulatif de 13 épisodes. Waouh! Première vidéo, j'ai pas fait autant en 26 épisodes. J'ai vraiment voulu me donner à fond. J'espère que ça vous plaît. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à me lire dans les commentaires. J'espère que ça vous plaît. Je fais quelques erreurs encore. C'est le début. J'essaie vraiment de donner à fond. J'essaie de faire des bons montages. C'est encore un peu dur. Donc l'épisode 12. On va avoir un épisode qui va s'ouvrir sur Mac et Daisy et Sousa qui vont découvrir l'attaque des Chronicums avec toute la flotte. Mais ce n'est pas vraiment leur souci actuel. Leur priorité, donc, c'est de s'arrimer au Zephyr. Le souci, c'est que quand ça sera fait, le Zephyr va être amené dans un vaisseau Chronicums. Sur leur garde, ils avanceront au fur et à mesure dans le Zephyr, mais pendant ce temps, donc Gemma et Dick seront emprisonnés dans le vaisseau Chronicum, avec un produit injecté dans Gemma pour défaire et faire fondre l'implant. Malgré tous ces efforts, Dick n'arrivera pas à la faire se rappeler Fitz. Donc Sybil aura également donc repris son corps d'origine. J'ai pas mis l'image de Sybil. Mais dans l'Alliance des Vilains, Korra parlera à Nathaniel de Jaing, mais il lui retournera le cerveau pour qu'elle l'accepte, et même pire, elle cherchera à la faire attaquer Sky contre la vie express de Sybil.
Ensuite, on va avoir donc John Garrett de son côté qui va faire son plan, donc la partie de son plan, c'est poser des chronobombes dans le phare pour le faire exploser. Seulement avec les plans de Fitz, Coulson reconstruira un piège pour les pouvoirs de Gordon. Et une fois Garrett piégé, ce dernier cherchera à sauver sa peau et désactiver les bombes grâce à Nathaniel, mais ce dernier l'abandonnera à son triste sort. Comparé au Shield qui va le sauver après l'explosion des bombes d'ailleurs. Enfermé dans une zone du phare, John Garrett va être le moyen de se téléporter hors de la base en tant que gentil en rédemption. Et ça c'est cool, mais c'est pareil, on reviendra dessus plus tard. Dans le vaisseau Chronicom, Sky partira faire sa mission de reconnaissance pour récupérer Simmons et Dick alors que Mac et Sousa trouveront un moyen d'ouvrir la porte du hangar. Après un tir de missile raté, Mac et Sousa vont donc neutraliser un groupe de Chronicom avec un bâton à impulsion déjà vu dans l'épisode 2 de la saison 1. Puis, ils utiliseront les corps pour défoncer la porte avec leur unité centrale. Sky, de son côté, va trouver Gemma et Dick et les ramener au Zephyr. Sur le chemin, comme Sybil l'avait prévu, Gemma va se mettre à se souvenir de choses et parlera comme elle ne peut plus s'en empêcher. Seulement, l'arrivée de Cora va compliquer les choses, ce qui brisera le plan de Sybil. Sky jouera la défense pour montrer à Cora qu'elle ne veut pas se battre, pendant que Dick et Simmons foncent vers la sortie. Finalement, Cora aura laissé Daisy fuir et sera capturée par Nathaniel pour prendre ses pouvoirs. De leur côté, Coulson, Garrett, May et Yo-Yo recevront un message signifiant à 084 à aller chercher à un endroit. Et contre l'avis de May et Elena, Garrett sera le taxi de la team. Ils arriveront dans un endroit, un bar, où Garrett se fera abattre directement par une Victoria End plus jeune. Et voilà, arrivé dans une base de Shield, des agents restants après l'attaque de Sybil. Ces agents avaient pour tâche de rapporter des paquets qu'on leur avait dit de protéger malgré tout, contre tout. Alors que Coulson étudiera les colis, Mac, Daisy, Sousa, Dick et Simmons arriveront alors. Et même si Simmons ne se souvient pas de tout, elle saura ce que sont les colis. C'est une machine entière à assembler, où un homme va apporter la dernière pièce livrée par Enoch, qui a, en réalité, déposé des armes le long des décennies pendant qu'il était abandonné, pour créer une ouverture de passage secret. Et ce passage va ouvrir un portail dimensionnel, d'où Fitz va sortir enfin le grand retour de Fitz à l'épisode 12 sur 13. Bravo. Cliffhanger final, donc Sybil rappellera aux téléspectateurs que l'équipe de Coulson sera dissoute à la fin de cette mission, et elle est responsable pour une victoire. Donc épisode 13, grand final, What We're Fighting For. 57 minutes de vidéo, on progresse. Donc l'épisode va s'ouvrir sur une grande discussion, un peu dispute même, entre Fitz et les autres à propos du plan depuis le début. Il a précisé que Cora donc est la clé de leur victoire dans toutes les visions qu'il a eues, sans savoir à ce moment que Cora est avec Malik et que Janine est morte, sans possibilité que la mère fasse bien entendre les deux sœurs. Alors Fitz donc du coup devra improviser et souhaitera embarquer l'équipe dans la ligne temporelle de départ grâce à la réalité quantique aperçue dans Ant-Man et la Guêpe. Mais Coulson refusera à crayon les répercussions sur les agents du Shield restants. Dick aura alors l'idée de prendre l'énergie de la ville pour faire passer donc assez d'énergie pour qu'en partant l'équipe de Coulson embarque les Chronicums dans la dimension donc de la réalité quantique. Seulement quelqu'un devra rester pour activer la source d'énergie et même si Sousa semblera se porter volontaire, Dick restera avec son petite escouade et sa popularité, mais également pour laisser Daisy et Sousa ensemble. Dans sa chronologie, Dick deviendra alors le directeur show du Shield. Dans la dimension quantique, donc Fitz commencera à raconter une histoire pour que Gemma se souvienne d'Alia, donc leur fille, mais également l'étoile où ils sont allés pour fuir les Chronicums. Donc petit flashback, embarqué donc avec Piper et Flint à la fin de saison 6, Fitz et Simmons ainsi qu'Enoch avaient pu avoir un morceau de monolithe temporel avant la victoire finale sur Isel. Par la suite, Fitz étudiera le flux temporel sur Alia et créera une machine à voyager dans le temps. Cependant, avant de partir, ils passeront quelques années ensemble et créeront Coulson avant de repartir en faisant oublier tout ceci à Gemma pour garder le secret l'existence d'Alia. Donc on saura par la suite du réalisateur que Fitz et Simmons ont vécu ensemble comme ça sur Alia jusqu'en 2023. Hors du temps, Nathaniel va s'énerver contre Sybil avant d'aller acquérir les pouvoirs de Cora. Ensuite, sur Terre, au moment où Isel et Sarge sont morts, débarqueront des personnes en costume de biochimistes. En réalité, ça on ne le saura pas fin saison 6, mais on le saura fin saison 7, ce sera Yo-Yo, Fitz, Simmons et Sousa qui devront aller au phare plus tard. Une fois là-bas, ce sera Yo-Yo qui ira dégager le chemin rapidement. Une fois dans la salle principale, Simmons se souviendra de pourquoi elle se bat, elle a une fille. Ensuite, Coulson, Mac, May et Daisy devaient donc aller sur le vaisseau Chronicums pour le détruire.
Et alors que Max s'infiltrera dans le vaisseau pour trouver Cora, Daisy entamera un affrontement avec Nathaniel et Coulson sera capturé par Sybil. Mais ce sera un coup prémédité pour piéger les Chronicons, en laissant May arriver et montrer un combat sans pitié entre Philinda et les Chronicons. Cora donc allait devoir amplifier le signal pour que May transmette de l'empathie amicale aux ennemis et faire cesser toutes les attaques au phare. Quant au combat final donc entre Nate et Sky, une fois l'équipe partie, il tournera en explosion. La flotte entière explosera, laissant Daisy mourante dans l'espace. Mais l'équipe de Coulson la récupérera à temps et Cora la sauvera. Pendant ce temps, sur Terre, Simmons et Fitz avoueront à Flint et Piper qu'ils gardaient en réalité leur fille. Et donc là, on va être un an plus tard, on va avoir la grosse conclusion des événements de toute la série. On va être donc en 2021 chronologiquement. La moitié de la Terre donc vit encore, et les agents vont sembler se réunir dans un bar ensemble. Coulson, Daisy, Yo-Yo, May, Fitzsimmons et Mac, avec la grande veste de Fury comme on peut le voir. On apprendra que Max sera donc encore directeur et Yo-Yo en team avec Piper. Que Melinda aura un nouveau métier, Fitzsimmons auront quitté le Shield, que Daisy sera avec Sosa, qui devra se faire au temps moderne dans l'espace, alors que Coulson a pris une année de réflexion et compte continuer en visitant le monde. Tout le monde l'invitera un peu chez soi, à leur façon, ce qui le retiendra bien évidemment. On apprendra d'ailleurs que Coulson sera donc mort au total, au tout et pour tout, 7 fois, donc toujours plus que Loki, petit clin d'œil, et un moment sera dédié à Dick, comme ils se rappelleront de lui. Et ensuite, la grosse révélation, en fait, aucun d'eux n'est dans cette salle, c'est donc c'est un endroit informatique. En réalité, Yo-Yo est en mission de SHIELD dans une voiture en compagnie donc de Piper et Davis en LMD. C'est le cadeau de Fitzsimmons pour Piper. Mais donc, on saura qu'elle est dans l'établissement donc, de l'académie de Coulson, qui aura donc été reconstruite, qui aura pris ce nom, et elle y sera en tant qu'enseignante. Où Flint d'ailleurs est un de ses étudiants. On saura que Fitz et Simmons en réalité sont dans leur parc avec un de leurs enfants, Alia, il y en a qu'un de toute façon, et Mac, lui, en réalité, sera sur l'héliporteur, toujours directeur du SHIELD. Pour Sky, elle sera dans le Zephyr 3, dans l'espace, avec Sosa et Cora. Coulson, quant à lui, il va recevoir le colis de Mac, contenant son bouton pour s'éteindre quand il le souhaite, et surtout pour être libre, et les clés d'une voiture. Mac a reconstruit une Lola optimisée sur laquelle Coulson volera en guise de scène de fermeture de saison. Et là, la série est terminée. J'ai passé 1 heure à vous la rappeler. Pour ceux qui, j'espère, vont écouter. J'espère que ça aura servi un peu à quelque chose. Au moins un rire. Bref, on passe tout de suite à mes avis personnels. Attention, là, ça va être un petit peu, ça va peut-être durer une petite demi-heure, une petite 1 heure, hein, on ne sait pas encore. Bref, on commence tout de suite en parlant donc des personnages principaux et en commençant par Fitz. Fitz, donc personnage donc apparu sur les 7 saisons. Fitz, pour moi, c'est simple. Fitz, c'est un des personnages qui a subi, pour moi, un des développements les plus intéressants. Saison 1, il a commencé en tant que simple scientifique. Vraiment, c'était pas un personnage vraiment super intéressant. C'était un scientifique. C'est un peu dans une équipe, il y a un mec, c'est un scientifique, bah voilà, c'était un peu lui. Et il est devenu un peu dérangé donc, à cause de l'attaque de Ward. Il a développé ensuite une part d'ombre avec le docteur Léopold. Et là, on peut voir quand même que Yen de Kaesteker a un jeu d'acteur époustouflant. Il s'est montré d'un coup de l'anxiété et vite il passe à la joie. Et puis en tant que gentil, il a tout de même su jouer le rôle du méchant pendant une demi-saison. Et quand même si c'est un grand absent de cette saison, on saura que Léopold Fitz aura quand même un happy end bien mérité. Avec son petit singe, bon c'est pas un petit singe du coup, mais voilà, c'est ce qu'il voulait. Et quand même, on aura quand même la connaissance sur la réalité quantique qu'il a, qui est quand même assez exceptionnelle. On ne sait pas d'où il la tire, mais il la connaît super bien, il la maîtrise comme il faut. Et ça le place du coup parmi les plus grands génies du MCU, peut-être même plus, pour moi, personnellement, il est au-dessus de Tony Stark. À voir, je vous laisse débattre ça dans les commentaires. Pour moi, voilà. Je vous laisse en parler. Pour vous, pour moi. J'essaierai même de voir si je peux mettre un espèce de sondage sur YouTube. Pour vous, qui est donc le plus intelligent entre Fitz, Stark, Shuri et Banner. Tiens, je vais essayer d'en mettre 4 si je peux. Si je peux pas en mettre 4, j'essaierai de mettre entre Fitz et Stark déjà. Et voilà. Quoi qu'il en soit, la fin de Fitz était juste parfaite. À chaque fois, là, je mets quelques images des persos qui reflètent différentes parties des saisons. Ensuite, pour ce personnage, donc, Simmons, pareil, cette saison, elle, c'est comme Fitz. Au début, elle a commencé comme vraiment la scientifique de l'équipe, qui était la grosse tête,
et elle a subi les développements de l'histoire. Et ça n'a pas été non plus les meilleurs, elle n'a pas subi des trucs doux, hein. Au moins, ce qu'on sait, c'est qu'au début, elle était réputée comme la pire menteuse de l'équipe, ou même du monde, hein. Et pourtant, elle a quand même infiltré Hydra, hein. Et puis, elle aura perdu Fitz de vue dans la saison 3 sur une autre planète. Et là, elle va s'endurcir. C'est vraiment un personnage qui va s'endurcir au fil des saisons, parce qu'elle va subir des coups, comme par exemple les attaques de Ward, où elle va pouvoir le tuer sans regret dans son dos, tout ça, sans regretter, ou Hive qui va donc lui rappeler Will, tout ça, ça va vraiment être horrible. Ou tout simplement devant Ida, quand elle va avoir ses cris de jalousie par rapport à Fitz, tout ça, qui va lui piquer. Voilà, on va vraiment avoir un personnage qui s'endurcit au fil des saisons. Pareil, le comportement de Cassius en saison 5 va avoir une importance sur elle, hein. Même si elle devient un peu en fin de saison, comme elle connaît son futur, elle devient un peu faux folle. Là, c'est un développement que j'ai pas spécialement trop compris, mais qui était quand même intéressant. La saison 7 nous la présente comme une mère. Elle est prête à tout, vraiment à tout, comme par exemple programmer Enoch pour tuer ses amis, pour protéger son enfant. Comme donc, le prouve la programmation d'Enoch et l'éloignement de Fitz. Elle est prête à s'éloigner de Fitz pour sauver Alia. Elizabeth Ensrich dévoilera au fil de la saison une très bonne actrice, capable de changer ses émotions au plus vite, mais surtout sera capable de nous faire ressentir les manques du duo, comme par exemple quand elle ne se rappellera plus de Fitz. Ce moment sera un moment où le téléspectateur aura le cœur brisé à cet instant grâce à son jeu d'acteur. Voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre, parce que ces deux-là sont pas mes personnages préférés. C'est vrai que ce que j'ai à dire sur eux n'est pas super long, mais je voulais quand même en parler, parce que c'est quand même des personnages principaux. Il y a quand même un développement, il y a quand même de bons acteurs derrière, et ça méritait d'en parler. Prochain personnage, donc Dick Shaw. Alors, Dick Shaw, il a été introduit donc qu'en saison 5, donc il a depuis 3 saisons du coup au final, mais il a su se rendre important au fil des saisons. Il a été introduit comme un égoïste du futur, mais il viendra dans le présent de la série pour arriver dans la team Coulson et développer un début d'esprit d'équipe, qui va disparaître donc en début de saison 6 totalement, parce qu'il va devenir un businessman qui va se servir du futur et des technologies du Shield pour développer son propre entreprise à lui, pour ses richesses personnelles, à lui. Pour moi, il va redevenir égoïste. Même, il aura commencé à développer une attirance pour Sky, qui aurait pu aboutir à quelque chose de sympa, un petit côté humoristique, mais elle, sans aucune raison, cette attirance va disparaître pour qu'il aille finalement sortir un peu avec Snowflake, une des hommes de main de Serge. Là, je dois avouer que c'est pareil, je ne comprends pas pourquoi d'un coup, l'attirance qu'il avait pour Sky a totalement disparu. Hein, c'est pareil, saison 5, fin saison 5, il avait un peu un esprit d'équipe. Pareil, ça disparaît totalement, il développe son entreprise, son fric, c'est sa personne, quoi. Je comprends pas trop vraiment le développement de Dick entre la saison 5 et la saison 6. Par contre, dans la saison 7, on va retrouver Dick en agent donc droit, c'est-à-dire qu'il va obéir à Mac, envers qui il développera une amitié vraiment forte d'ailleurs, surtout après l'épisode donc qui suivra la mort des parents de Mac. Là, on va vraiment avoir un lien d'amitié qui va vraiment se développer encore plus. Jeff Ward, donc l'acteur, va s'éclater dans ce rôle, mais mine de rien, que je comprenne le développement pas, c'est clair que l'acteur s'éclate dans ce rôle, il adore jouer ce personnage, ça se voit dans ses mimiques, ça se voit dans les traits du personnage, sur les traits du visage, pour tout. Au final, Dick deviendra directeur du Shield dans sa chronologie après avoir permis à l'équipe de partir. C'est un final parfait. Il a été introduit comme égoïste solitaire, il deviendra un personnage avec de grosses responsabilités. Même humoristiquement, on peut voir qu'il deviendra le supérieur de Victoria End. C'est-à-dire que franchement, il va devenir le supérieur de la seule femme qui est dans la saison 1 et vraiment quelqu'un d'impitoyable, quoi. C'est vraiment quelque chose d'ironique qui va bien au personnage. C'est un grand oui pour moi. Et je tiens à rajouter un petit point bonus à ce personnage, parce qu'on a quand même un gros rapport avec Star-Lord, que ça soit le casque, que ça soit la musique qu'il écoute dans la saison 7 avec son petit truc de MP3 des années 80, et des scènes de la saison 6 où il ressemble quand même vachement dans sa charpente à lui, quand il devient un tireur avec deux flammes dans l'espace. Ça fait quand même un sacré rappel à Star-Lord. Mais j'ai oublié quand même de parler d'un sacré développement quand même quand je l'ai écrit, et là j'en parle parce que je l'ai écrit au feutre. J'ai oublié de parler de son rapport à Freddy Malik. Au début, on a vu un Dick qui est sensible à l'âge de Malik. C'est un jeune, il a rien fait, il le laisse vivre, il est en pleine illusion. Mais finalement, il va quand même vite perdre cette illusion, et il finira par tuer Freddy. C'est un développement qui sera également pour moi juste parfait. Dick Shaw en saison 7, pour moi, c'est un personnage qui est juste parfait. Saison 5, il est parfait, et saison 6, on a vraiment un développement que je ne comprends pas. Peut-être qu'il faudra que je regarde la série à nouveau, j'en sais rien, mais pour moi, saison 6, je n'ai pas trop compris. Personnage suivant, Elena Rodriguez, Yo-Yo. Voilà, je vous présente vraiment des images gore.
Hein, comme elle a plus de bras, c'est vraiment pas très drôle. Mais bon, faut qu'on en parle. Faudrait que je vous montre différentes facettes du personnage. Donc elle a été introduite en saison 3. Donc elle est là depuis saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, saison 7. Ouais, c'est bien ce qui me comptait, il faut en compte une de plus. Donc elle a été introduite en saison. Donc ça fait 5 saisons où elle est là. Donc elle va être là, quand elle va être introduite, je vous rappelle, elle est déjà un temps un peu que. Elle a un peu une héroïne, elle est un peu en mode Robin des Bois. Elle vole aux riches pour donner aux pauvres, un peu en quelque sorte. Donc elle a, depuis la saison 3, elle va développer un côté un peu moins parano envers le Shield petit à petit. Donc c'est-à-dire qu'elle, les agences gouvernementales, ça dégage. Petit à petit, elle va accepter. Et la saison 3, pourtant, n'avait pas été facile de ce côté-là. Quand elle a eu les suspicions par rapport aux infections de Hive, le Shield, la confiance, elle l'a vite reperdue. Et pourtant, elle va vite la regagner en saison 4. Saison 4, d'ailleurs, elle va devenir un personnage récurrent. Ça, c'est cool. Mais il y aura quand même un problème avec les accords de Sokovie. Et deviendra, d'ailleurs, ça fera devenir le personnage radical en saison 5. Pourquoi je dis radical? Parce qu'elle ira jusqu'à tuer une gamine. Gamine. Adolescente, on va dire. Mais la saison 7 va changer ça parce qu'elle regrettera les actions par rapport à Ruby. Et ça, c'est cool qu'on en parle encore un petit peu. C'est vrai qu'on n'avait pas trop abouti là-dessus, fin saison 5. Et là, on aura le temps d'y revenir doucement. Et en effet, elle regrettera. Donc ça perturbera en partie ses pouvoirs, parce que c'est pas la seule culpabilité. Elle culpabilisera aussi sur la mort de son père, qui pour elle est morte par sa faute. Et en parlant de ses pouvoirs, on va également avoir un développement, parce que ses pouvoirs d'aujourd'hui donc, font qu'elle elle ne revient plus en arrière, c'est terminé. Mais elle sera donc une supersonique à part, et cela inclura une référence à Flash. Que ce soit dans la musique. Écoute, franchement, il y a une vidéo sur YouTube où ils font une vidéo où ils font une compilation des moments où Elena a ses pouvoirs dans la saison 7. Écoutez la musique derrière, il y aura des notes qui ressemblent beaucoup à Flash au début. Et en plus, on peut voir qu'à la scène finale, sa veste est rouge, comme celle de Flash. C'est une référence volontaire, je vous le préviens, c'est pas moi qui deviens un peu wow, regardez, il vient prof de français dans une série. Non, non, non. C'est vrai, ça a été confirmé par les réalisateurs, c'est une référence. Elle finit comme être reconnue par la Flash de Marvel. J'ai vu ça sur Twitter plein de fois. Officiellement, elle devient la Flash de l'univers Marvel, à la place de Pietro, qui lui est totalement décédé, on l'oublie. Donc elle va finir en agent du Shield, elle aura eu un développement parfait pour moi. Natalia Cordova, c'est une actrice, mais parfaite, elle sera jouée à l'agent un peu rebelle, et son développement par rapport à May aura un rapport avec la relation qu'elle a avec Ming-Na Wen dans la vraie vie, et ça rendra l'épisode chez Jai encore plus puissant, plus beau, plus symbolique encore, et ça c'est vraiment des choses qu'on veut dans les séries, de l'authentique. Prochain personnage, donc Alfonso Mackenzie, donc qui devient donc directeur de Shield. Alors ça c'est bien, j'ai totalement oublié de mettre une image de lui avec la veste de Fury. Vous l'avez déjà vu une fois, mais bon, sachez que je comptais la mettre, j'ai totalement oublié. Je voulais la mettre avec sa fille, au début, avec sa hache, et donc la saison 7, mais j'aurais dû remplacer la saison 7 par celle avec la... Bref. Donc lui, il va être introduit en saison 2, donc il va être là depuis 6, donc ça va faire 6 saisons avec lui, et il aura un des développements pour moi les plus profonds. Au début, on va juste le voir comme un grand gaillard, un ami de Fitz. Il sera développé, mais pourtant, on va le faire tourner un peu en ennemi du Shield par rapport à Gonzalez, je vous rappelle. Mais pourtant, dans les autres saisons, bah, il mettra sa vie en jeu pour Coulson. Parce qu'au début, comme vous pouvez voir dans la saison 2, il était là, il hésitait à obéir à Coulson, il obéissait plutôt à Gonzalez. Mais Coulson, il avait du mal, il remettait en question ses ordres, tout ça. Maintenant, après, juste après, il le fera plus. Il le fera plus jamais, et il deviendra même directeur. Il deviendra directeur. Ça a peut-être un rapport avec la charpente où Ada dira que la nature profonde de Mac est protecteur. Shield, bouclier, Mac, protecteur. Voilà. Quand même, on verra quand même que pendant un an, donc là l'année qui est éclipsée entre la 5 et la 6, Mac aura donc pris la boîte à outils pour parler à Phil Coulson en hologramme, pour avoir des conseils pour diriger le Shield. Mais May lui dira de devenir son propre directeur, tout ça, enfin il y aura un développement autour de ça. Euh, Oh, je suis perdu. Ah oui, donc il se détachera donc de l'ancien directeur pour devenir lui-même un bon directeur, et ce sera le cas parce qu'il saura donner les bons ordres au bon moment et de l'intérêt général. Il n'aura pas de pression, même s'il a la pression autour de lui, il saura être calme. Dans la saison 7, il subira une immense perte et deviendra une version similaire à Thor, donc dans Endgame, comme je vous en ai déjà parlé, après la perte de sa victoire sur Thanos. Donc, cependant, sa relation amicalement forte avec Dick le sortira de là et le poussera à devenir meilleur. Henry Simmons était parfait pour ce rôle. C'est un rôle de dirigeant, tel un grand gaillard imposant. Et souvent il est calme, il saura être doux comme un nounours et imposer du respect. Le personnage a du charisme, il deviendra directeur d'un nouveau Shield après tout ça, et ayant maintenant un téléporteur et de nouveau un Triskelion qu'on peut voir en fond d'écran quand Coulson s'envole,
C'est vraiment parfait. Le tout avec la veste Nick Fury et sur des plans qui nous le présentent comme le nouveau Nick Fury. Et ça, franchement, j'adore. Henry Simmons a un rôle parfait pour ça. Et surtout, franchement, quand on le voit arriver à la barre dans la dernière scène, il nous le présente de dos volontairement. Quand il se retourne sur l'héliporteur, quand il se tourne de dos, c'est volontaire. On veut, on veut avoir cette idée de Nick Fury. Ah, finalement, je vais plutôt vite pour avancer là-dessus. Dis donc, je parle de ce que je veux, mais je me rends compte que j'avance quand même sacrément vite. Prochain personnage, donc Sky. Oh non, même pas que j'ai oublié de parler de Sky. Oh, j'ai totalement oublié la diapo sur Sky. Oh non, c'est le pire oubli, ça fait 1 heure que je tourne, là, je suis crevé. Oh non, bah Sky, qu'est-ce que je voulais dire sur Sky? Sky, je voulais vous dire que c'était le personnage qui va subir le plus un développement tout au long de la série d'ailleurs. C'est quand même elle, en fait, c'est le second pour moi personnage principal. C'est que moi, il y a Coulson et Sky. Donc elle, on nous la présente, genre on connaît rien d'elle. Coulson, on connaît déjà un peu de son histoire. Sky, on va nous la présenter comme elle-même, elle sait rien de son passé. Elle va juste être une hackeuse. Elle va devenir une inhumaine importante dans l'équipe, sans pour autant négliger la part de pirate informatique. C'est-à-dire que ça, c'est cool. Il y a des personnages, on va développer des parties d'eux en oubliant certaines. Là, par exemple, un truc tout con, hein, c'est que Dick, pour moi, on oubliera vraiment ce côté un peu Star-Lord. Au fil des saisons, on oubliera un peu le côté un petit peu rebelle. C'est un développement, c'est un choix, hein. Moi je ne critique pas, j'aime beaucoup, mais c'est un oubli. Sky, du côté, elle va devenir une inhumaine, mais elle restera une pirate, une hackeuse, quoi. Elle gardera ses capacités. Dans la première saison, elle va devoir se présenter, alors que la seconde la fera hésiter un peu entre les deux familles, donc les Inhumains ou le Shield. La troisième, ça approfondira sa relation avec Lincoln, qui va donc mourir à la fin. La 4, ça la placera en hors-la-loi, ça c'est cool, pour voir un peu comment elle se débrouille, un peu comme la saison 1, à cause des accords de Sokovie. Et elle sera un petit peu influencée d'ailleurs par Yo-Yo, hein, par rapport aux accords de Sokovie, c'est une petite influence quand même. Hein, même si Yo-Yo lui dit de rester, elle l'aide quand même, il y a une influence. Dans la saison 5, elle aura carrément peur de ses pouvoirs parce qu'elle aura détruit la Terre, donc elle devra apprendre à vivre avec. Alors que la saison 6 développera son deuil de Coulson, ça c'est cool, développement de la relation entre Daisy et Coulson. Cependant, la saison 7 doit lui faire apprendre donc de devoir faire une nouvelle relation avec un nouveau Coulson. C'est tout de même un thème récurrent chez Daisy, ça c'est la famille. Ça va vraiment être développé le long des 7 saisons. La famille va être débloquée le retour de Coulson, Jaing, l'apparition de Cora, sa sœur. C'est d'ailleurs plutôt cool que Daisy ait pu apprendre à mieux connaître sa mère cette année. Et franchement, l'actrice Chloé Bennett, elle était à fond dans ce rôle aussi, au point de vouloir faire apparaître Daisy dans le MCU. Elle a demandé, elle a essayé de proposer de tout ça, elle a essayé de vouloir faire un film avec les Avengers. Et techniquement, elle a la capacité. Je ne vais pas vous mentir, Daisy a battu Graviton. À mes yeux, elle aurait pu très bien pu faire un beau combat contre Thanos. Ceux qui me disent non, je vous laisse argumenter en commentaire, mais pour moi, Daisy contre Thanos, il y a moyen de faire un très joli truc. Je dis pas qu'elle peut gagner toute seule, mais pour moi, franchement, je vais pas vous mentir, hein, l'équipe de Coulson au maximum chacun, ils démontent Thanos. Entre Coulson en LMD avec l'espèce de cube bizarre, là, vous savez, le truc bleu dans la saison 1, là, avec lequel il explose Garrett, Melinda May avec les pouvoirs de l'empathie, Sky au maximum, c'est-à-dire qu'au maximum c'est saison 7 quoi, hein, avec ses pouvoirs, Yo-Yo avec sa vitesse de surhumaine de pouvoir, Mac avec son fusil à pompe chargé évidemment au maximum et le soutien du shield, donc et je parle évidemment de l'héliporteur et des hommes de main. Fitz et Simmons, eux, c'est des créateurs de génie. Quand on voit par exemple un truc tout débile, hein, début saison 4, Fitz a créé un stylo qui peut exploser. Je veux dire, à ce moment-là, Fitz peut créer beaucoup de choses. Donc à tout moment, il peut créer une bonne chose pour combattre Thanos. Je veux dire, pour moi, je vais pas vous mentir, hein, objectivement, pour moi, l'équipe de Coulson, au maximum, peut battre Thanos. Je parle évidemment du Thanos du MCU, attention, et sans les gemmes, évidemment. Je parle pas du Thanos à la con, du comics, où il maîtrise carrément la magie, tout ça. Là, là c'est clair que là, ça me paraît peu probable. Moi, je parle vraiment du Thanos du MCU. Voilà. Bon, il y a moyen de faire un truc. Un beau peut-être pas forcément une victoire éclatante, hein. Il y aura peut-être des morts, mais il y aura une victoire pour moi. Voilà. Ah, partiellement, et même grosso modo, grâce à Sky quand même, parce que c'est pour moi elle la plus puissante de l'équipe de Coulson. Et donc enfin, on va revenir sur des bases normales et parler de mai. Je parle de base normale parce que Sky, j'ai pas eu de diapo, et que ça, j'avoue que après 1 heure et quart de vidéo, ça me fout un peu les boules de devoir parler de Sky en oubliant une diapo, quoi. Je vous avoue, hein, je vous le cache pas. Donc May, Belinda May, c'est la cavalerie. Au début de la série, on va la voir, on va jouer sur ça.
On va jouer sur ça parce qu'on va développer un peu le côté cavalerie, même si elle sera souvent, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, elle est froide, elle est souvent fermée malheureusement, elle a aucune émotion. C'est-à-dire que là, c'est le reproche que j'ai fait, même c'est pas un gros reproche, que c'est le rôle qu'elle devait jouer, mais pour moi l'actrice était vraiment trop fermée pour être dans les meilleures actrices de la saison 1. Et pourtant, en saison 2, la situation s'améliorera et on apprendra même l'histoire du Bahreïn et de la fille inhumaine, l'origine donc de son nom de la cavalerie. Ces émotions seront donc bien plus fortes envers Daisy, ce qui rendra le combat entre elles vraiment déchirant à la fin de la saison 2. Et bien que la saison 3 la développe assez bien et vraiment bien avec Andrew Gardner et la mort de ce dernier, la saison 4 approfondira simplement la relation Philinda, une relation sur laquelle je reviendrai plus tard dans la vidéo. Alors, donc c'est la relation entre Coulson et May. Et donc de nature amoureuse, je parle bien sûr. Sauf que la première saison, où nous verrons ses émotions quasiment tout le long quand il s'agira d'elle. Parce qu'évidemment, la May donc, dans la charpente, c'est donc une fiction, je ne la compte pas vraiment. La May de la charpente, quand elle est d'Hydra, elle est plutôt froide à nouveau. Sauf après la mort du Patriote, évidemment. Bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo actuellement, mais je souhaitais en parler. En saison 5, Philinda se réalisera, parce qu'ils finiront leur jeu ensemble, mais c'est bien la saison 6 qui va le plus développer May. Sortie de deuil, May va tomber sur un criminel qui va porter la tête de Coulson. Et tout le long, elle pensera que Coulson est au fond de Sage. Cette saison développera ses limites et son amour auprès de Coulson, et jusqu'à où elle est prête à prendre des risques pour lui. Cependant, évidemment, elle finira par mourir, entre guillemets, et la saison 7 lui ajoutera des pouvoirs empathiques. Cette saison sera celle où May sourira donc le plus souvent, grâce à ses pouvoirs, mais également celle où elle acceptera également son son de cavalerie, oublié des saisons 5 à 6. Clairement, saison 5 à 6, la cavalerie, on oublie totalement. Il n'y a plus aucune référence à ça. Et également, la 3, il n'y a plus de surnom de la cavalerie. La 4, je la compte pas parce que la 4, en effet, dans la charpente, ils enlèvent un regret, et le regret, c'est celui qui a fait son surnom de la cavalerie. Donc, on a une petite référence à la limite pour la charpente, mais c'est vrai que sinon, à part ça, bah, après la saison 2, on parle plus vraiment du surnom de la cavalerie. C'est vraiment oublié, et je trouve ça vraiment dommage. On va donc avoir un développement sur cela, mais également sur son acceptation au fait que Coulson soit bel et bien devenu un LMD et comment ils ont évolué. Elle terminera professeur à l'Académie Coulson, ce qui est également une fin parfaite pour elle, puisqu'on a pu constater son aide auprès de Sky ou même de Cora au long des saisons. Deux seuls petits bémols autour de son développement, c'est que le premier, c'est que le final donc d'Agent of Shield n'offre pas vraiment une fin heureuse avec Coulson. Alors, je m'explique. On passe au total 3 saisons à nous montrer qu'elle a une affection pour lui parfaite. La saison 4, la 5 et la 6. Vraiment, c'est pas juste de l'amitié qu'on nous montre dans la série. On nous montre vraiment de l'amour dans la série. Et bah là, sans conclure dans celle-ci, ils se donnent pas de nouvelles depuis un an. Elle a quand même été étonnée de savoir que Coulson allait reprendre une année pour lui. Donc, comme quoi, ils se parlent pas depuis un an. Pourtant, il y a quand même une certaine complicité. Quand ils vont au bar et qu'ils s'assoient, il y a un échange de regards, mais c'est des échanges de regards amoureux, c'est l'objectif. Ça. Et le deuxième problème, qui est quand même assez grand pour moi, c'est que bah, la fin de la saison 6, elle n'impacte pas plus que ça, mais je veux dire, pour moi, elle a été tuée par l'homme de sa vie. Mais on revient pas tant que ça dessus. Le nom de Sarge, il est même pas prononcé une seule fois dans la saison. Je veux dire, je sais pas, c'est un truc pour moi qui aurait dû être développé un peu, de parler de ce qu'elle a subi, tout ça, par rapport au retour de Coulson. Il y aurait dû y avoir une scène vraiment longue et importante là-dessus, et pour moi, c'est vraiment ce qui manque dans le développement de Mai. Mais ça n'empêche pas Ming-Na Wen de s'éclater en ce rôle et d'y exceller. Dans cette saison, elle devra jouer émotion sur émotion à cause de ses pouvoirs, et là, elle va gérer tout ça. Et je reviens également sur la scène avec Yo-Yo, qui est donc un reflet à leur véritable vie, et ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de l'authentique, et j'aime beaucoup. Voilà. Et dernier personnage sur lequel je vais parler, donc des personnages principaux, c'est évidemment Philip Coulson. Lui, c'est pour moi le meilleur personnage pour représenter le Shield, directeur ou pas. C'est une chose que beaucoup de gens le disent, que ce soit Nick Fury, Roberto Gonzalez, Gideon Malik, Jeffrey Mace, Alfonso Mackenzie même, ils l'ont assimilé. Le Shield et Coulson. Coulson et le Shield. Ça a été dit plein de fois, et ça c'est vraiment cool. L'acteur Clark Gregg, lui, s'est vu jouer un agent du Shield normal, un agent du Shield un peu rebelle en saison 1, avant de devoir jouer un directeur, puis de nouveau un agent, avant de passer sur un alien inconnu, puis un robot. Cet homme, c'est Coulson. Il n'y aura pas de meilleur acteur pour moi, ils ont fait le bon choix. Donc mimique, il y a de l'humour, il y a du sarcasme, il y a le développement de Philinda, il y a la colère.
Coulson il a passé par toutes les émotions et l'acteur principal, Clark Gregg, va jouer Phil à la perfection. Son retour ne sera jamais forcé et développé comme il le faut, malgré que ce soit produit 7 fois au total. Je dois vous avouer que je me souviens pas des 7 fois, mais c'est ce qu'il a dit et ça n'a pas été... Enfin, pour moi, le chiffre n'a pas été dit par humour. Pour moi, c'est le vrai chiffre, mais je me souviens plus de tous. Il aura un développement de malade, il passera de celui qui reçoit les ordres à celui qui les donne, mais d'une toute autre façon que Fury. Il va faire les choses différemment. On lui dit déjà, par exemple, il fera sauter tous les niveaux, par exemple. On lui verra faire évoluer le Shield vers contre vent et marée, et cette saison n'échappera pas à cette tradition. L'objectif de Coulson sera de sauver le Shield le plus possible, que ce soit en sauvant Indra ou Daniel Sousa. Dans le final, il cherchera même à sauver le Shield d'une autre dimension. Sa relation avec chaque membre de l'équipe est unique, même si celle avec Daisy et celle avec May ont été écartées un peu dans cette saison, malheureusement, et c'est celles pour moi qui sont les plus importantes pour lui. En revanche, la même complexité existe entre Coulson et Mac, et l'entraide globale la même complicité existe entre Coulson et Mac et l'entrée globale des deux hommes quant à la direction du Shield. En effet, il y a un moment où Coulson dit c'est vous le directeur et Mac dit non, non, stop, on arrête, on est en directeur ensemble. Et LMD ou humain, Coulson n'hésitera pas à se sacrifier pour son équipe et pour asséner un coup mortel à son ennemi. Il se remettra en question, mais Daisy et May lui rappelleront une fois chacune qu'il n'est pas fait que technologie. Il est Philip J. Coulson. C'est ce personnage qui a fait la série, franchement. Voilà. Donc là, on a parlé de tous les personnages principaux, maintenant on va parler des personnages récurrents. Je vous rassure, il y a beaucoup moins de choses à dire. Donc, par exemple, pour cette saison, on va parler donc évidemment de Daniel Sousa, donc qui lui a été introduit dans Agent Carter, qui est une autre série Marvel. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais Daniel Sousa, pour moi, dans cette série, m'a convaincu. C'est un personnage qui me plaît beaucoup. Donc, il fera son apparition avec apparemment une canne qui apparemment est symbole de lui. Donc, dans l'épisode 3 de la saison 7 d'Agent of Shield. L'acteur, donc, c'est Enver Gjokaj, et lui, il le jouera parfaitement. Un coup, il sera perdu à cause du voyage dans le temps, un autre, il sera quand même sûr de lui, il va être ferme. Il va être la béquille de Daisy le long de la saison. La personne sur qui Daisy peut compter sur ce qu'elle fasse, et bien, que ce qu'elle fasse est bien ou interdit, tant que c'est bien, tant que c'est le bien, il la suivra. L'idée de le mettre lui plutôt que l'agent Carter, c'était quand même une excellente idée, parce que l'agent Carter, en tant que personnage régulier ou récurrent dans la team Coulson à long terme, aurait pu vouer la vedette au reste de la team. Là, mettre Daniel Sousa, un personnage qui m'a l'air à moi, personnage secondaire d'agent Carter, ça me semble parfait. Cependant, quand même, un caméo de Peggy n'aurait pas été de trop. Donc, on va revenir sur Sousa quand même. Donc, l'évolution de Sousa, pour moi, se fait tout le long majoritairement avec Daisy. J'ai pas de souvenir, à part à la fin avec Mac dans le vaisseau Chronicom, j'ai pas de souvenir de scène de développement avec Sousa tout seul ou avec d'autres personnages. C'est pas un mal, attention. Le développement de la relation entre Daisy et Sousa est très intéressant, mais ça m'a quand même fait, je retiens ça, je veux dire, c'est quelque chose qui m'a fait retenir. C'est pas spécialement choquant, ça me gêne pas, mais je l'ai retenu. Ensuite, on va revenir sur Enoch Coltrane, donc lui introduit en saison 5, même saison 4 pour avoir emmené Coulson dans le futur. Donc c'est le personnage clairement comique. Comique par rapport à son comment dire, à son, je sais pas, sa réaction au premier degré des phrases, quoi. Donc d'abord, il a été vu un peu comme un ennemi, hein, donc, parce qu'il a forcé Coulson à aller dans le futur. Enoch va se sacrifier une première fois dans le futur, après avoir attendu plusieurs décennies seul avec Fritz cryogénisé. En saison 6, il n'aura pas le rôle le plus important, mais se verra quand même Fitz et Simmons plus d'une fois avant de rejoindre le team en saison 7, où il se sacrifiera à nouveau pour l'équipe. Son développement est dit par lui-même. Avant, il ne ressentait pas de solitude, et depuis qu'il est avec l'équipe, il avait peur d'être abandonné comme il avait été pendant plusieurs années, 40 années exactement. Là, le développement d'Enoch est parfait. Joel Stoffer va parfaitement jouer le personnage sans aucune émotion, mais comme dit dans ma vidéo sur saison 1, pour May, les acteurs ayant des rôles ainsi ne peuvent pas vraiment être excellents selon moi de mon point de vue et selon mes critères. L'acteur est sûrement excellent dans d'autres rôles, tout ça, mais il joue ce qu'on lui a demandé, mais le personnage reste à mon goût trop stoïque. Cependant, l'humour du premier degré du personnage reste à mon goût excellent. Ensuite, on va avoir Luke, donc le Chronicom, qui va chasser les personnages pendant 6 épisodes, donc joué par Tobias Jelinek, l'acteur à qui les rôles de méchants vont à merveille quand même, et on va apprendre à connaître les moyens de fonctionnement de Luke à travers les 6 premiers épisodes. D'abord, on va nous présenter comme un simple Chronicom pourri, hein, un soldat quoi, mais on verra qu'il n'hésite pas quand même à contredire ses villes publiquement. Il est impitoyable, il fera plusieurs alliances même avec Hydra, mais tout comme Enoch, il manquera de traits d'émotion dus à sa race de Chronicom évidemment. La colère sera descriptible, mais trop peu de fois. Cependant, on peut accorder au personnage d'être plus intelligent que les Chronicom normaux, en partie quand il laissera Wilfried Malik vivre. Et ça, c'est un peu sympa.
moi j'apprécie qu'il soit quand même plus intelligent que les autres Chronicom, qu'il y ait un ennemi au-dessus des ennemis. C'est sympa. Ensuite, on va également parler de Sibyl. Donc Sibyl, c'est Tamara Taylor qui le joue. Donc comme mère saison 1, Enoch et Luke, ça va être un personnage qui va manquer de vraies émotions dans cette saison. Nous pouvons cependant lui accorder la fourberie, lisible très souvent par un sourire en coin, ou de la surprise quand les choses ne suivent pas son plan. Sibyl, contrairement à Luke, elle sait se contrôler et ne pas s'enrager pour rien. Elle est pour moi la véritable méchante à juste titre, puisqu'elle aura absolument tout manigancé, même par rapport à Nathaniel Malik. Cependant, là où Garrett, il a causé la mort de Victoria Hand, Jaying, il a causé celle de Gonzalez, Ive, celle de Lash, Ada, celle de Makes, et la création de Dr. Léopold, Graviton, il a causé la mort de Coulson, Sarge, il a causé la mort de May, eh bien, Sibyl, elle a causé aucune mort importante. Je suis désolé, la saison 7 me manque un peu d'enjeux dramatiques à mon goût. Mais ça, c'est pas quelque chose sur lequel je reviens. C'est juste que voilà, Sibyl, c'est une bonne méchante. Mais pour moi, elle n'a pas vraiment d'incidence sur les gens. Pas vraiment de problème, puisque Daisy survit, tout ça. Il y a un manque d'enjeux dramatiques selon moi. Ensuite, prochain méchant, Nathaniel Malik. Et alors là, pour moi, c'est le gros point noir de la série. En effet, pour commencer, l'acteur Thomas Sullivan manque de charisme de méchant, là où l'autre Garrett était bien meilleur, ou Grant Ward même, ou Ada, mais même l'autre Garrett, le jeune dont je parle, qui était un personnage même pas récurrent, est pour moi plus charismatique que lui. Je suis désolé, j'arrive pas à m'y faire. L'acteur est bon, hein. Sa colère est visible, toutes ses émotions en fait, hein. Mais il n'impose pas assez le respect, il n'a pas le charisme qui va lui le grand méchant. Certes, on peut dire qu'il a les pouvoirs de Daisy, et donc qu'il est fort. Et même ceux de Cora. Mais la tête même de l'acteur va être un premier problème. De plus, bah, les gars, c'est. C'est quoi sa motivation? Ok. Il a été pris en otage par Daisy et il a voulu ses pouvoirs. Ok, pas de souci. Mais pourquoi causer l'anarchie? Pourquoi renier Hydra comme ça? Surtout quand il tire ses connaissances de Daniel Whitehall en personne pour accéder les pouvoirs des inhumains. Non, non, pour moi, Nathaniel Malik, c'est un mauvais méchant de série. Quand heureusement, il sera compensé par John Garrett, ça on en parlera plus tard. Mais voilà, pour moi, Nathaniel Malik, c'est pas un bon méchant de série. C'est un point noir, quelque chose qui fait que la série n'est pas aussi parfaite qu'elle aurait dû l'être. Mais ça, on reviendra dessus plus tard. Et ensuite, dernier personnage, on va par exemple parler de Freddy, donc Wilfried Malik. Donc Wilfried Freddy Malik a deux acteurs. Le premier, c'est Darren donc Barnett, le jeune, et il est excellent dans le rôle. La fourberie, la puissance, son charisme est également très remarquable dans les deux premiers épisodes. Déjà froid et sans pitié, il réussira à susciter une part de pitié dans les téléspectateurs en racontant l'histoire de son père suicidé en sautant d'un toit. Il sera un coup un ami de Mac en racontant Dick, mais il n'hésitera pas une seconde à les menacer d'une arme la seconde suivante. Un comportement qui n'est pas sans rappeler celui de John Garrett dans la saison 1. Ça, pour moi, c'est un bon méchant, un excellent méchant qui m'a fait kiffer Freddy Malik. Petit problème, après on a eu Neil Bledsoe, et là en revanche il va être très différent. Il jouera un Freddy bien plus âgé et sera moins menaçant qu'en 1931. Regardez les deux images, franchement déjà il y a une très grande différence. En effet, quand même, il va quand même rester charismatique, hein, parce qu'il sera à la tête du Shield avec le projet Insight. Freddy Malik reste un homme puissant et imposant, mais le fait d'être rabaissé par les Chronicom sans pouvoir riposter rend le personnage différent du plus jeune, sans compter qu'il n'a jamais su collaborer avec celui qui avait voulu le tuer plus tôt. Dans l'ensemble, ça reste un très bon personnage, mais le vieux, pour moi, bah, il est beaucoup moins menaçant que le jeune. Voilà. Voilà pour les personnages récurrents de la série. Ça c'est fait. Maintenant, on va parler un peu des personnages qui sont revenus dans la saison avec un acteur différent. Exemple tout con, John Garrett. Bon là, c'est un peu obligé en même temps parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, P à Bill Paxton qui est mort. Donc dans la saison 7, John Garrett sera un des deux personnages qui va revenir dans la série. Donc en fait, j'en avais trois parce que j'ai mal écrit et que j'ai lu comme un débile là en plus. Mais il va revenir sous les traits d'un autre acteur, donc James Paxton, qui va être le fils donc du premier. Ça, c'est un très bel hommage. J'applaudis à Jean Shield d'ailleurs. Voilà, c'est un très bel hommage que j'applaudis. Et en plus, ça a marché. Ils ont pris le fils de l'acteur, mais c'est un très bon acteur quand même. Les deux, ils ont un sourire diabolique qu'on adore voir. Et les deux sont passés de gentils à méchants. Seulement, le John Garrett de la nouvelle ligne du temps a eu son moment de rédemption avant de mourir, ce qui n'est pas sans rappeler la technique pour Grant Ward. Ils ont ramené Grant Ward en saison 4 pour lui donner une fin où on lave un peu son personnage, pour lui donner une bonne fin, pour que les gens aient un bon souvenir de lui.
Seul petit bémol, donc déjà évoqué dans l'ancienne vidéo, il a quand même fallu attendre 6 saisons pour comprendre pourquoi John Garrett avait rejoint Hydra. Détail qui, selon moi, aurait dû être précisé dès la saison 1. C'est dommage. Saison 1, on ne sait pas pourquoi John Garrett a rejoint Hydra. C'est vraiment quelque chose qui me choque. Mais à part cela, quand même, John Garrett a fait un méchant très charismatique, même trop, parce que pour moi, James Paxton a volé la vedette à Thomas Sullivan, directement. Mais avec son caractère, sa manière d'être, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment attirer. Le fait qu'on sache qu'il va devenir, ça aide aussi, et ses pouvoirs de téléportation dont il apprend vite à se servir, ça le rend meilleur Nathaniel pour moi. Cependant, malgré tout ce que je viens de dire, pour moi, je préférerais quand même toujours le Garrett de la saison 1. Voilà. Ensuite, donc, deuxième personnage, Gordon également, qui a un changement d'acteur. Gordon, donc, saison 7, on va avoir Finn Argus qui va l'incarner. Et à l'époque, du coup, on va découvrir un Gordon qui était donc encore jeune, encore très idéaliste. Quand même, il est fidèle à Jaying, hein, mais il n'hésitera pas à se sacrifier pour sauver Coulson. C'est cool, ça. Ça, c'est cool. Comme je vous l'ai dit, on lave le personnage pour donner le meilleur souvenir à la fin. Il n'aura pas un temps d'écran énorme, mais il restera assez marquant dans l'épisode de sa mort quand même. C'est donc différent de l'acteur Jamie Harris qui aura un rôle récurrent en saison 2. À cette époque, Gordon n'était plus dans l'illusion du tout, hein. On voyait que c'était quelqu'un de très extrémiste, hein. Mais mon choix, pour mon préféré, va se tourner vers... aucun en fait. En réalité, les deux. Je m'explique. Le premier Gordon avait un comportement badass, dans un style très badass, la redingote, vous savez que j'adore ça quand même. Son côté très extrémiste, et le fait qu'il suive Jaini, même contre le Shield, rend le tout vraiment entraînant. D'un autre, le voir à ses débuts est également très bon dans un moment où il est toujours fidèle à Jaing, mais en plus peut croire des humains. Il est moins charismatique, mais son caractère est bon et noble. C'est un personnage très bien développé. Et dernier personnage, donc Victoria End. Alors également, donc elle a été remplacée. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je m'attendais absolument pas. Donc elle a été remplacée par Rachel Shanks. Et c'est un grand oui. Alors déjà, juste un petit commentaire personnel. Quand je regarde les deux, celle de droite est un peu plus jolie que celle de gauche, à titre personnel. Mais en effet, donc la jeune femme n'a rien de la femme froide, calculatrice et impitoyable de la saison 1. Là, elle est restée fidèle au Shield, pas de souci, mais elle n'est pas sûre d'elle, elle hésite, elle montre des sentiments, elle est beaucoup plus humaine que celle de la saison 1, donc, qui s'appelle Saffron Burrows. Je dis pas, elle est excellente, Saffron Burrows, mais elle me plaira bien moins que celle de la saison 7, qui sera ma préférée. Je veux dire, saison 1, c'est vraiment une agent du Shield fidèle au Shield, certes, mais à côté un peu radicaliste. Elle a voulu tuer Garrett sans aucune raison. Enfin, je veux dire, si, il y avait des raisons, ça reste un enfoiré, un meurtrier, un genre d'hydra. Je veux dire, légalement, elle n'avait pas le droit. Elle est fidèle au Shield, mais elle est extrémiste. Celle qu'on a présentée dans la nouvelle ligne chronologique n'est pas comme ça. C'est un agent du Shield qui hésite, qui reste quand même du côté des gentils pour de bon. Voilà. Donc ça, on a fini sur tous les personnages sur qui je voulais parler. Maintenant, on va parler donc du scénario. Le scénario. Y a-t-il vraiment un scénario de cette saison? Eh bien, oui et non, selon moi. Je m'explique. On a bien un fil rouge autour duquel va tourner la série. Ils vont devoir battre les Chronicops. Ok, et sauver le Shield, pas de souci. Sauf que fin de saison 6, on n'avait pas vraiment le même pitch. Normalement, les Chronicops avaient la boîte à outils de Fury, qui a complètement disparu. Je veux dire, excusez-moi, hein, personne s'en soucie, personne la mentionne, et même personne s'en sert, personne la voit. La boîte à outils est complètement sortie de la saison. Et ça, c'est également un de mes reproches, parce que personnellement, on la voit vraiment pas. Et pourtant, saison 6, les Chronicops, c'était censé la voir. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce que Mac l'a récupérée? Fury? C'est une bonne question, mais c'est une question à laquelle on n'a pas répondu. Et on a même ignoré la question, on n'a même pas répondu. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a vraiment trop ignoré pour moi. Voilà. Voilà, voilà. Mais, mis à part ce petit détail de côté, on a quand même bien un scénario qui évolue en toute logique, sans partir des délires ingérables. Aucun personnage va avoir un développement sorti de nulle part et sans logique, et tout sera amené de la plus simple des manières tout en restant imprévisible, comme par exemple le sort de Fitz. Hein, vivant, mort, vivant, ça c'est sympa. Maintenant, on va parler du scénario un peu, on va approfondir quelques lignes du scénario qui ont été dit, donc des points qui ont été précisés hors série. Par exemple, premier point de la série, MODOK, normalement, devait basiquement être l'ennemi du Shield dans cette saison, sous les traits de la tête coupée d'Ivanov, en saison 4.
Seulement Disney a réfléchi et a préféré utiliser le personnage autre part, préférant donc introduire Nathaniel Malik, ce qui fait à mon goût toujours une erreur. Je n'aime pas Nathaniel, ok, ça vous l'avez compris, mais peut-être que le veto posé de Disney a joué sur la décision imprévue de devoir introduire un autre ennemi, ce qui explique la qualité, à mon goût, basse de Nathaniel Malik. Voilà. Et autre point important sur lequel je voulais revenir, c'est Thanos. Les scénaristes, donc les réalisateurs, ont dit que l'équipe devait aller dans cette autre chronologie pour résister au snap de Thanos. Seulement, ça va créer un problème temporel, parce que le snap de Thanos devait avoir lieu normalement à la fin de la saison 5, et donc en 2018. Alors que le voyage de l'équipe en 1931, et donc dans cette autre chronologie, se ferait en 2019 voire 2020, là où la Terre serait déjà divisée en deux en termes de population. Et la fin de la série serait en 2021. Et Daisy, en parlant de gens perdus dans la scène du bar à Coulson, parlerait des gens qui auraient survécu au snap. Puisqu'Endgame ne s'est pas encore produit au moment de la fin d'Agent Shield. Bref, ça c'est une question en suspens sur beaucoup de lèvres, j'en suis sûr, mais en termes de chronologie, dites-moi si vous êtes d'accord, mais normalement, le snap n'a pas lieu à la fin de la saison 6 d'Agent Shield. Voilà, c'est tout. Je vais pas revenir 10 ans dessus, c'était juste pour évoquer ce petit problème, selon moi, qui méritait d'être posé. Maintenant, on va parler de la réalisation donc, de la série. La réalisation a été extrêmement bien gérée. En effet, les réalisateurs ont avoué avoir tourné beaucoup de scènes dans des couloirs pour économiser leur budget, comme par exemple les vaisseaux Chronicom, ça à la fin de la série, ou le phare, le Zéphyr, pour tourner en mieux après, dans des scènes finales, comme Sky Nathaniel par exemple, ou simplement de jolies vues comme la dimension quantique. Les acteurs eux-mêmes en avaient apparemment un peu marre dans des couloirs, ce qui est largement compréhensible. Cependant, je dois avouer que ça ne gêne en rien le visionnage, on est tout de même pris dans l'histoire, sans se rendre compte de l'afflux de lieux clos. Je voulais également revenir sur une chose, c'est que dans cette saison, on va avoir une introduction du titre, vous savez, Agent of Shield, différent pour chaque époque. Et ça, c'est un grand oui. On prend conscience, on prend importance de tout. Et ça, franchement, vous savez comme moi que j'adore ça. Bref, revenons pas trop dessus, c'était juste pour parler de ça. Maintenant, on va parler un peu, malheureusement, de mes déceptions, parce que j'ai quand même quelques déceptions, ça peut arriver. Je parle beaucoup des bons points de la série, mais j'ai quand même eu quelques petites déceptions. Je ne reviendrai pas sur Nathaniel Malik, j'en ai déjà beaucoup parlé, vous savez que je l'aime pas, mais il y a quelques points qui sont ridicules, mais qui sont quand même pour moi des choses qui m'ont interpellé. Premièrement, on va commencer à parler de Grant Ward. Pourquoi il n'est pas revenu en caméo dans la dimension de Dick quelques années plus tard, et dans le dernier épisode? Comme ça, on avait le casting complet de l'équipe de la saison 1 en entier. Ça aurait pu être très symbolique, malheureusement. Petite déception, mais un point que j'ai relevé tout de même, l'absence de Grant Ward dans cette saison. Même, on l'a évoqué, on l'a dit que Sangaret pouvait devenir quelqu'un de bien. Ça aurait été bien qu'on donne raison à Coulson et non pas à Cora. Franchement, ça aurait été un grand oui pour moi. Ensuite, je vais parler de Philinda, le couple Phil et Melinda. Pourquoi ils n'ont pas envisagé du tout une remise en couple? Je veux dire, on nous a tant fait comprendre qu'ils étaient amoureux d'une façon plus forte que pour Andrew ou Rosalind. Tout ça pour ne pas les laisser seuls à la fin. On a laissé Coulson et Sky. Et programmer, ils n'ont même pas programmé ne serait-ce qu'un déjeuner entre amis. À titre personnel, ça me choque. Comme par exemple le fait que Melinda ne savent pas que Coulson allait prendre une année en plus. On dirait qu'ils sont pas du tout en contact. Alors, par contre, si quelqu'un veut me sortir l'excuse de oh, Coulson est un robot, tout ça, blabla, je vais également vous renvoyer au couple de Wanda et Vision, dont Vision est quand même un Android également, hein, je tiens à vous le rappeler. C'est également à peu près la même conception que le Chronicom de Kay Coulson. Voilà, c'est juste un petit rappel au cas où, si je pré-shoot également cette excuse, comme ce que j'ai déjà vu de certains endroits, je tiens à en parler. Et avant-dernier point, c'est Nick Fury. Je sais, dans ma première vidéo, j'avais parlé que trop le voir pourrait nuire à la série, parce qu'il est quand même un personnage populaire et ça pourrait donc voler la vedette, comme Peggy Carter. Mais au contraire, là, il manque. Je parle de Nick Fury réel, pas de Talos qui est alors évaporé à ce moment-là de l'histoire, mais Nick Fury qui manque dans ce final où le Shield va avoir un tournant décisif avec un nouveau Triskelion et un nouvel héliporteur. D'ailleurs, en parlant du nouveau Shield, pourquoi n'est-ce pas Mac qui a géré la catastrophe de Mysterio? Est-ce que c'était sur ordre de Fury Talos? Le Shield n'a plus le droit d'opérer en terre étrangère, j'en sais rien. Mais il y a tant de choses qui, selon moi, peuvent justifier le fait que la série n'était pas terminée et qu'il ne fallait pas spoiler que Mac refaisait le Shield. Mais pour moi, étant donné que Spider-Man se base bien après ça, soit il y a un problème, Mac n'est plus directeur du Shield, peut-être ça peut arriver également, mais si Mac est toujours directeur du Shield, pour moi, le Shield devait s'occuper de Mysterio, pas juste Nick Fury qui gère ou pense en ce moment le Sword. C'est un avis selon moi.
Et également, dernier point, mais pas une grosse exception, c'est le non-retour de Bobby et Hunter, évidemment. Alors, malheureusement, comment vous dire ça? Pour moi, si je voulais un retour, c'était un retour des deux. Je ne voulais pas de Hunter sans Bobby, ni de Bobby sans Hunter. Je savais déjà que l'actrice, elle, avait déjà dit non à la saison 7, ou savait déjà qu'elle n'allait pas revenir, ça a été dit il y a assez longtemps. Donc, c'est vrai que je ne m'attendais pas spécialement à voir revenir Hunter. Surtout qu'il était déjà revenu en saison 5. Dommage d'ailleurs pour la très courte apparition. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé revoir ces deux acteurs, ce petit couple revenir au final, quoi. Ça aurait vraiment été quelque chose que j'aurais apprécié. Malheureusement, ils ne sont pas revenus, mais c'est qu'une petite déception. C'est pas, elle n'est pas aussi grande, par exemple, que le groupe Philinda, Grand War ou Nick Fury. Mais c'est un petit point que j'ai noté, j'aurais beaucoup aimé la revoir, ne serait-ce que pour qu'ils jugent un peu l'évolution du Shield. Mac, Max, c'est leur ami, il est devenu directeur du Shield, quoi. Et c'est vrai que pour moi, ça manque. Surtout que Mac a fait une référence avec une mission à Moscou. Peut-être que ça avait un rapport avec eux. Je vous rappelle qu'à Moscou, il y a eu des problèmes avec eux. C'est là que ça vient. La saison 3, l'épisode 14, c'est le seul épisode de la série qui m'a fait pleurer à chaudes larmes. Je vous dis ça tout de suite, cash. L'épisode, la scène du bar, m'a fait pleurer comme un enfant de 5 ans qui demande à bouffer. Ah, c'est horrible, je vous assure. Et maintenant, on va parler donc du futur des personnages. À quoi s'attendre pour nos personnages? On sait qu'ils ne doivent plus jamais se revoir tous ensemble, et que c'est la fin de la série. Mais ça ne signifie pas la fin des personnages. De plus, Dick, il fait partie de l'équipe. Donc si lui seul n'est pas là, dans notre dimension, si tous les autres se revoient, l'équipe sera pas complète. Donc ils peuvent quand même se revoir du coup. Bon, à titre personnel, je verrais bien une série de petits préquels, comme par exemple une petite série sur le Shield de Dick, pour voir un peu comment il gère ça, et une sur celui de Mac, donc une seule série sur celui de Dick et Mac, en parallèle, pour voir comment chacun s'occupe de son Shield, ça pourrait être sympa. Ils se rencontrent pas, hein, chacun dans sa dimension, mais une petite série donc, qui évoluerait en parallèle, ça serait sympa. Parce que là, les deux, on sait pas du tout comment ils en sont arrivés là en un an. Hein, attention. Ni Dick, on sait pas du tout ce qu'il est devenu, s'il est encore directeur ou quoi d'ailleurs. Je vois bien également une petite série comme Vendetta pour Yo-Yo et sa nouvelle team. Alors je sais pas vraiment ce que ça pourrait être, ni quelle mission ça pourrait être, mais une team à 3 comme ça, avec un LMD, une Supersonic et un agent de Shield, et à moyen de sortir un très bon truc. Je vois également peut-être une série sur le Sword, ou une apparition au Sword dans WandaVision serait parfait pour Daisy, Sosa et Cora qui sont dans l'espace. On ne sait pas pourquoi ils sont dans l'espace, mais on peut supposer. Hein, voilà. Euh, Voire même une petite réunion avec Fury avec eux, parce que Fury est dans l'espace, on le sait, et on suppose également que c'est pour le Sword, donc toujours supposition sur supposition. Pour l'instant, donc, comme je vous l'ai dit, rien n'est officiel et il n'y a aucune rumeur sur tout ça. Mais également, je pense à un spin-off sur Coulson et May à l'Académie, avec un nouvel et dernier Hydra à affronter au sein de l'Académie avec les restes de la Terre. Ça serait pas mal ça. Et ensuite, pour Fitz et Simmons, il n'y aura pas de préquels pour eux, mais ils apparaîtraient dans tous les autres préquels. C'est-à-dire que ce seraient des personnages qui liraient les préquels entre eux. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je voulais dire. Et peut-être qu'à la fin de tous les préquels, il y aurait une réunion de l'équipe, du coup sans Dick. Une petite réunion, ce pourrait être sympa. Donc pour l'instant, rien n'est officiel, il n'y a aucune rumeur sur tout ça, mais quelque chose tourne sur les réseaux sociaux d'une rumeur assez fondée d'une série sur les guerriers secrets, les Secret Warriors. Pour rappel, dans les comics, c'est l'équipe secrète de Fury qui l'entraîne seule pour se préparer contre les Skrulls, pour avoir une équipe sûre, une équipe safe. Dans la série, c'est le nom de l'équipe de Daisy, Lincoln, Yo-Yo et l'autre inhumain qui font le métal. Donc on ne sait pas si ça sera une équipe de l'inhumain au service du Shield, si ça sera un spin-off sur la saison 4, ou alors, saison 3, pardon, ou alors une série qui se passera après, genre Shield, ça on ne sait pas encore, ça reste à voir. Ensuite, on va parler d'une pétition, parce qu'il y a une petite pétition qui tourne en ligne, que je mettrai dans la description de la vidéo. On a une autre info qui est sûre, c'est qu'il y a 20 minutes du dernier épisode qui ont été coupées au montage. Il devait donc parler de Thanos. C'est une pétition qui tourne, il y a une pétition qui tourne pour que les 20 minutes soient rendues disponibles. Franchement, 20 minutes sur un épisode de 40 minutes, je trouve ça beaucoup. D'accord? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on devrait tous la signer. Je profite de mon soutien à cette chaîne pour qu'on en parle, qu'on fasse signer cette pétition et qu'on essaye d'obtenir ces 20 minutes. À l'instant où j'ai écrit cette vidéo, donc c'était bien avant la tournée, il y avait 1127 personnes qui avaient signé. S'il vous plaît, venez nous rejoindre. S'il vous plaît. Bref, là, on va donc entamer la conclusion. Pour conclure, je vais donner un 10 sur 10 à cette saison. Ok, je vais donner quelques déceptions. Malik
Mais les bons points font vraiment oublier ces détails, et cette saison nous propulse dans ce que la série pouvait faire de meilleur. Profiter était notre seule tâche, notre seul rôle. Alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, nous rejoindre sur la chaîne et à vous abonner à mes réseaux sociaux. Parce que franchement, cette vidéo me se donnait à fond. Il y a eu quelques petits dérapages au début, vous voyez. Là, on est à 1h48. Franchement, je vais la mettre en ligne. Ça sera pas prêt pour 5h. J'aurais tellement aimé. Je vais essayer de la mettre à 5h30. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais tout essayer. Mais bon, voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo. Ça me tenait à cœur. Je voulais vraiment parler de cette série. Parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure série que j'ai pu regarder. C'est la meilleure série qui me plaît. C'est le top 1 des séries pour moi. Et je voulais vraiment en parler. Surtout la saison 7, du coup. Parce que j'avais vraiment beaucoup à dire. Hein, on parle d'1 heure de rattrapage et 48 minutes d'avis quand même. Euh, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous en masse. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et à débattre avec moi dans les commentaires si ça peut vous plaire. Ou même sur mes réseaux sociaux. On peut débattre sur Twitter, Facebook, Discord ou Instagram. Il n'y a pas de souci. N'inquiétez pas, moi je vous attends tous, venez nombreux. On se retrouvera plus tard. Allez, bye bye.